Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue à la Villa Gaby, soirée dédiée à la prise en charge médicale des violences intrafamiliales. Merci beaucoup. On est extrêmement content de revenir pour la seconde fois à la Villa Gaby. On était venu il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, avec Jean-François Mattei, qui était intervenu sur un tout autre sujet, la révision de la loi bioéthique. Pourquoi ? C'était plus d'une autre sphère. Maintenant, on va être beaucoup plus pratique. On a cette soirée hybride que l'on avait déjà effectuée l'an dernier à The Camp, à Aix-en-Provence. On avait eu aussi un succès phénoménal, notamment grâce à la qualité des intervenantes, et elles ont eu l'audace, et je dirais, nous avons la chance de les avoir à nouveau ce soir. Donc merci à tous d'être ici. On avait prévu à peu près 90 personnes ce soir, et je pense qu'on est presque à l'objectif atteint, et une centaine en visio. L'objectif de cette soirée, c'est bien évidemment de donner les outils à chaque médecin pour qu'il puisse gérer en conscience la prise en charge des personnes vulnérables, victimes de violences conjugales, mais également les enfants. Et Marie-Ange Génaudy nous parlera du repérage chez les enfants tout à l'heure. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir dans quelques minutes la procureure de la République du parquet de Marseille. Docteur Metra, est-ce que vous souhaitez me rejoindre le temps que la procureure arrive ? Le déroulé de la soirée, je ne sais pas si vous avez pris connaissance, mais il est le suivant. Vanina Charer, qui est membre de Gynécologie sans frontières, va nous parler des violences obstétricales et du repérage chez notamment la femme enceinte. On enchaîne tout de suite après avec, c'est Marie-Ange après qui parle à propos des enfants. Et ensuite, on a les moyens, je dirais, qui sont mis à disposition, à savoir Florence Bretel qui va nous parler de la Maison des femmes. Alors, Florence Bretel arrive à 20h30 parce qu'elle avait un impératif juste avant. Et on finit par une application qui est développée par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur la, je ne vais pas en dire trop Arnaud, rassure-toi, mais sur la numérisation, la dématérialisation des signalements à faire au procureur, parce que faire un signalement sur un format papier, c'est bien, mais le faire en ligne en étant accompagné pas à pas, en posant les bonnes questions à la fois des critères d'emprise et de danger, c'est mieux, surtout si le signalement arrive au bon parquet. Donc voilà, voici le programme de la soirée. Il y aura également un échange, bien évidemment, avec la salle en questions-réponses, en live pour ceux qui sont présents ce soir. Venez, Madame la procureure, rejoignez-nous, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir pu vous libérer du temps ce soir pour nous rejoindre. Merci beaucoup. Je laisse la parole au docteur Metra pour l'introduction, ainsi qu'à Madame la procureure Dominique Laurence au parquet de Marseille. Merci. Merci. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Bonsoir. Alors ce soir, nous, les conseillers des Bouches-du-Rhône de l'Ordre des médecins, nous avons une pensée très émue pour le docteur Paul-Édouard Vola, qui était un conseiller ordinal et ami. C'est lui qui avait inauguré le 1er octobre 2020 nos JDO, nos Jeudis de l'Ordre en distanciel, sur le thème « Soigner les soignants ». Et nous souhaitons lui dédier la soirée. Merci. Il aurait été content d'être avec nous. Je vous remercie tous, mais vraiment tous. Vous qui avez pris la peine de venir malgré ce Mistral magnifique. Vous qui êtes en train de nous suivre en direct ou en différé. Vous qui avez tellement œuvré, Monsieur Delecourt, pour cette journée magnifique. C'est notre jeudi hors les murs. Hors les murs, d'habitude on fait ça au Conseil de l'Ordre entre nous. Et une fois par an, on essaye de le faire en dehors. Donc ce soir, c'est notre jeudi hors les murs. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je voulais remercier vous toutes qui allez prendre la parole. Madame le procureur Dominique Laurence, Madame le professeur Bretel qui va arriver, le docteur Marie-Ange Génaudy, le docteur Vanina Charer, merci à vous. Merci Arnaud.
Tu vas prendre la parole en dernier. Je voudrais juste rappeler qu'en 2019, le Conseil national a choisi de soutenir la possibilité, par un médecin, d'effectuer un signalement à la justice dans le cadre des violences conjugales, sans accord de la victime. En février 2021, le CD13 a signé un protocole destiné à faciliter la prise en charge par les médecins des victimes de violences conjugales avec les parquets du département. Depuis, nous nous sommes également engagés dans ce protocole à aider les médecins dans leur prise en charge de ces victimes. Et nous avons toujours aujourd'hui la volonté de former les médecins au repérage des situations de maltraitance, de les aider à évaluer le degré d'emprise et les dangers. Je sais que vous allez nous expliquer tout ça. Je vous remercie d'ouvrir la soirée. Merci à vous. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc, on se retrouve finalement un an après, à peu près date anniversaire, pour parler à nouveau donc de ce protocole et surtout de ce qu'il en est résulté et bien évidemment du travail que nous accomplissons de notre côté à l'issue donc des signalements que vous avez effectués. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce protocole, il a fonctionné puisque nous avons eu depuis sa signature 3 signalements de médecins, 3 signalements qui ont été réalisés d'ailleurs dans la forme qui était proposée aux médecins, donc ce qui est rassurant, c'est-à-dire que ceux-ci ont bien trouvé le modèle de protocole et ont trouvé les informations qui leur permettaient de le rédiger et de nous l'adresser. Alors, ce protocole, je me permets simplement de rappeler un petit peu le cadre juridique dans lequel il se place. L'article du Code pénal qui fixe donc, alors non pas le protocole bien évidemment, mais la possibilité pour le médecin de révéler un certain nombre d'informations qui sont soumises normalement au secret professionnel, c'est l'article 226-14 du Code pénal qui est situé donc dans une section du Code pénal qui est intitulée donc des atteintes à la personne humaine et dans une section qui s'intitule de l'atteinte au secret, atteinte au secret professionnel. Donc on voit que ce qui est protégé dans cette partie du Code pénal, au travers le secret professionnel, c'est bien évidemment s'il y a une atteinte au secret professionnel, ce que cela peut générer vis-à-vis de l'atteinte à la personne humaine. Et dans l'article 226-14, c'est au contraire, bien évidemment, ce que l'on va chercher à protéger en levant le secret professionnel du médecin ou d'un autre professionnel d'ailleurs. L'article 226-13, il est tout simple, c'est la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est le dépositaire, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ça, c'est le principe de base. Toute personne qui est soumise à un secret professionnel, voilà ce que moi, législateur, je fixe comme peine encourue au cas où il y aurait violation du secret professionnel. Et en 226-14, donc la loi, le législateur prévoit que ce texte, donc cette incrimination de révélation d'une information à caractère secret, n'est pas applicable dans plusieurs cas, et ce sont les cas où la loi va imposer la révélation du secret ou va l'autoriser. Et le texte précise, et alors là vraiment il va rentrer dans un détail particulier qu'il fixe, en outre, cet article 226-13, la révélation d'informations à caractère secret, n'est pas applicable dans un certain nombre de cas que le législateur s'applique bien à lister pour que véritablement on comprenne bien dans ce chapitre des atteintes à l'intégrité, enfin des atteintes à la personne humaine, que là véritablement ce qu'on va chercher à protéger, c'est pas la personne par rapport au secret professionnel, mais c'est la personne par rapport à ce qu'elle risque si le secret professionnel n'était pas levé. Alors vous le savez tous, c'est bien évidemment l'information sur les privations ou les sévices, y compris atteinte ou mutilation sexuelle dont une personne a connaissance ou
dont une personne a eu connaissance et qui sont infligées à un mineur ou à une personne hors d'état de se protéger en raison de son âge ou de l'incapacité physique. C'est le médecin ou tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur ou de la CRIP des informations préoccupantes relatives à un mineur en danger ou risquant de l'être. Si le mineur ou s'il s'agit d'un mineur ou une personne hors d'état de se protéger, l'accord n'est pas nécessaire. Et puis, c'est notre article donc, qui nous concerne là ce soir. C'est le médecin ou le professionnel de santé. Donc, on est en train d'essayer de répandre un petit peu ce protocole, notamment auprès de l'ordre des infirmiers, mais il va falloir aussi qu'on se tourne vers les sages-femmes. Donc, le médecin ou le professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du Code pénal, le couple étant entendu comme un couple de conjoints, de concubins, de partenaires liés par un pax ou d'ex-conjoints, ex-concubins ou ex-partenaires liés par un pax. Donc, des violences exercées au sein du couple. Et là, on va demander au médecin, ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs, s'il estime en conscience, premièrement, que ces violences mettent en danger la vie de la victime majeure, et ça doit être une mise en danger immédiate, c'est-à-dire que sa vie est mise en danger quasiment immédiatement, et en même temps, c'est vraiment les deux, le texte dit bien c'est « et », que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur de ces violences. Donc là, on voit bien quand même que le législateur a vraiment hésité, c'est-à-dire a mis quand même un seuil finalement très très élevé dans le risque qui était porté, enfin dans le risque que courait la victime par rapport à ces violences, puisqu'il exige du médecin quand même de se questionner, bon déjà en conscience, mais ça tout médecin le fait, mais surtout de caractériser donc deux points qui doivent se joindre. Les violences mettent en danger la vie de la victime, et c'est un danger immédiat, et surtout, celle-ci n'est pas en mesure de se protéger parce qu'elle est sous l'emprise bien sûr, de l'auteur des faits, et il y a une vraie contrainte morale à son égard. Le texte précise aussi que l'accord de la victime, le médecin doit s'efforcer de recueillir cet accord pour la victime majeure, mais que cela n'est pas obligatoire et que s'il est impossible de recueillir l'accord de la victime, celui-ci doit l'informer qu'il va faire un signalement au procureur de la République. Alors, sur ces trois signalements que nous avons reçus, ce qu'on peut dire, parce que bon, c'est pas beaucoup, mais à la fois, je pense qu'on doit être peut-être une des rares juridictions à en avoir véritablement reçu. C'est sur ces trois signalements. Ce qu'on peut en dire, bon, c'est déjà que, alors peut-être déjà une question de forme, qui rejoint ce que vous étiez en train de dire quand je suis arrivée, parce que j'ai tout de suite entendu, c'est que 2 d'entre eux ont été rédigés à la main et que l'un d'entre eux a été rédigé donc par un médecin qui manifestement a utilisé son logiciel de rédaction. Il avait dû se l'enregistrer. Donc c'est vrai que à la relecture, on sent bien que ça serait bien que vous disposiez effectivement d'une application qui vous permette de travailler immédiatement votre signalement, en fait, en prenant des notes directement par rapport à ce que vous décrit la personne qui est en face de vous. Sur ces 3 signalements, il est quand même intéressant de voir que 2 d'entre eux nous ont été adressés sans l'accord de la victime et un avec l'accord de la victime, donc qui a été recueilli. Et donc, on voit bien que sur 2 d'entre eux,
La victime, donc, véritablement, n'a pas pu être informée de la transmission du document au procureur de la République. Pour quelles raisons? Alors, les médecins le signalent bien dans leur envoi, c'est qu'à chaque fois, en fait, la victime est partie et il n'a jamais pu la récupérer. C'est-à-dire que il n'a en fait, on comprend bien au travers la rédaction qui est faite du signalement, c'est que le médecin a été pris de court. On comprend bien qu'en fait, il avait la victime en face de lui, il a commencé à travailler avec elle sur le signalement qui allait être fait. Et puis, pour une raison, alors, on comprend bien que sur le premier, elle a prétexté en fait une urgence, aller s'occuper de son enfant à domicile. Et en fait, le médecin n'a jamais revu cette femme. En tout cas, c'est ce qu'il signale, qu'elle n'est jamais revenue au cabinet. Et puis, sur le deuxième signalement où l'accord n'a pas été recueilli, le médecin signale simplement injoignable. Donc, ce qu'on comprend, enfin moi, ce que je comprends, c'est que la personne, en fait, le médecin a dû faire le signalement a posteriori, c'est-à-dire la victime n'étant plus à son cabinet, mais de la même manière, il n'a jamais pu la récupérer pour lui indiquer qu'il allait faire ce signalement, qu'il fallait donc qu'il recueille son accord, ou qu'en tout cas, il l'informe qu'il allait renvoyer ce signalement au procureur de la République. Donc, dans les deux cas, ce qu'on comprend, mais peut-être, ça mériterait peut-être un retravail sur le protocole, mais on comprend que sur deux des cas, non seulement ils n'ont pas recueilli l'accord de la victime, mais en plus, ils ne l'ont même pas informé que le signalement allait partir au procureur de la République. Intéressant aussi quand même sur ces trois signalements. Deux d'entre eux viennent d'un médecin généraliste. Non, pardon, excusez-moi. Sur deux d'entre eux, c'est un gynécologue. Alors, une gynécologue et un gynécologue obstétricien qui nous font deux de ces signalements, et un signalement vient d'un médecin généraliste. Sur un de ces signalements, ce qu'on voit, c'est que il est très simple, c'est-à-dire il n'y a pas énormément d'éléments, mais il y a quand même un élément inquiétant qui aurait pu amener à une information préoccupante auprès de la CRIP. Car le médecin mentionne dans le signalement, donc vraiment dans la partie doléance, violence de son ex-mari physique, viol de l'ex-mari sur sa fille. On n'en sait pas plus, c'est vraiment très, très simple. Mais je ne sais pas, par exemple, si le médecin a pensé peut-être à faire un signalement CRIP. On n'a pas beaucoup plus d'éléments par rapport à ça. Par contre, le médecin transfère le certificat médical avec un certain nombre d'éléments. Et on voit bien évidemment que les éléments font état d'une grossesse dans ce cadre-là. Le deuxième signalement d'un gynécologue est également donc lié à une grossesse, avec là l'accord, donc le recueil de l'accord de la personne qui est présente. Donc c'est un signalement qui est bien étayé sur le plan médical. Mais vraiment, on voit que sur l'aspect vraiment doléance de la personne, enfin ce qui s'est passé, fait et commémoratif, les trois signalements sont vraiment extrêmement simples, on va dire, peut-être même un petit peu trop, c'est-à-dire que vraiment, on n'arrive pas vraiment à savoir ce qui s'est passé. Sur un seul d'entre eux, vraiment, on voit que le médecin s'est attaché à rechercher la notion de personne en danger immédiat pour sa vie, et surtout personne dans l'incapacité, hors d'état, de se protéger elle-même. Les deux autres cas, on ne voit pas très bien en quoi la personne va être vraiment hors d'état de se protéger. Là, le médecin qui le signale le plus, c'est celui qui va indiquer
avait un rendez-vous au CIDFF, le temps ne s'y est pas rendu, avait un rendez-vous. Alors j'ai du mal à lire, excusez-moi, c'est rédigé à la main. Voilà, mais on voit que c'est une association, ne s'y est pas rendu. Voilà, on voit que là, vraiment, le médecin a essayé de nous faire comprendre au travers son signalement que la personne, voilà, avait tenté de faire un certain nombre de démarches, mais ne les avait pas faites, n'était pas allé jusqu'au bout de ces démarches. Et le médecin insiste beaucoup sur l'état de santé, alors là, cette fois, l'état de santé psychique de la victime, enfin, en tout cas de la patiente qu'il a en face de lui, où on voit voilà, rupture de soins psychiatriques, tentative de suicide. Voilà. On voit bien que là, il a vraiment... Enfin, je pense, hein, enfin, je dis il, c'est peut-être elle d'ailleurs, c'est il. Il a vraiment essayé de travailler la seconde partie finalement de ce qui lève le secret professionnel, c'est le danger immédiat et surtout l'absence de capacité pour la personne à se protéger elle-même. Voilà, donc sur ces 3 signalements, donc ils ont tous... Alors, il y en a un qui est encore en cours de traitement par un service de police. Il faut que j'accélère, me montre Sophie. Elle me montre sa montre, donc j'ai compris, il faut que j'accélère. Donc, sur ces 3 signalements, tous ont été adressés immédiatement à un service de police. Donc, ils ont tous été pris en charge dans le cadre d'une enquête de police, hein, tout à fait classique. Donc, sur un d'entre eux, il est toujours en cours, manifestement avec la difficulté pour les services de police à récupérer le témoignage de la patiente. Sur les 2 autres, donc, ils ont été tous les 2 traités. Ils sont terminés, donc c'est-à-dire que l'enquête a été réalisée, le parquet a pris une décision. Dans les 2 cas, ça a été une décision d'alternative aux poursuites vis-à-vis de l'auteur des faits, c'est-à-dire stage de sensibilisation pour les 2 auteurs qui étaient concernés par les 2 affaires. Voilà. Donc on peut dire que ça a été traité. Hein. Ces 3 signalements d'ailleurs qui sont assez récents. Hein. C'est pas des choses qui. Voilà. On voit qu'il a fallu quand même un petit peu reprendre ça en charge. Voilà. Donc ce qu'il m'avait été demandé aussi de vous indiquer, c'est voilà quels étaient. Alors franchement là, quand on m'a posé la question, j'étais un peu stupéfaite. Mais bon, quels pouvaient être les risques pour le médecin de faire ce type de signalement. Ce type de signalement, à partir du moment où vous trouvez bien dans les conditions de l'article 226-14, il n'y a aucun risque, bien évidemment, sur le plan pénal, puisque vous avez bien travaillé, surtout, vraiment, j'insiste bien, il faut bien récupérer les données et essayer de réfléchir pour bien vous placer dans les cadres qui sont fixés par la loi. Ensuite, bien évidemment, ce signalement, c'est un signalement. C'est-à-dire que ce n'est pas, voilà, c'est la vérité, c'est la réalité, c'est quelque chose qui va être retravaillé par le service de police avec, bien évidemment, la plaignante qui peut parfaitement dire non, c'est pas tout à fait ça, c'est pas comme ça, etc. Vous, ce que vous engagez finalement, c'est ce qu'on vous a déclaré lorsque la personne était dans votre cabinet médical. Pour le reste, je vous dirais que vu le nombre d'affaires qu'on gère en ce moment avec des signalements qui remontent de partout, hein, y compris des signalements qui peuvent être faits dans le quotidien par des personnes qui assistent à un certain nombre de faits, je pense véritablement que vous ne prenez véritablement aucun risque à faire ce type de signalement. Pour vous donner simplement un exemple, les chiffres actuels donc des remontées d'affaires qui sont chez nous enregistrées au parquet, je vais vous donner les chiffres 2019. Toute l'année 2019, nous avions eu 1487 affaires de violence par conjoint et concubin qui avaient été enregistrées au parquet. Sur les 5 premiers mois de l'année, nous en sommes déjà à 1148. Donc c'est vous dire si ce contentieux est un contentieux qui
monte toujours, qui est très important. C'est quasiment maintenant un contentieux de masse pour nous. Les services de police indiquaient qu'ils sont à peu près tous les ans à 20% d'augmentation de plaintes pour des violences conjugales et que parfois sur certains mois, et c'était notamment le cas sur les 2 derniers mois, là, lorsqu'ils nous en ont parlé, sur certaines divisions, c'est plus de 36% d'augmentation de violences conjugales. Voilà. Avec une véritable difficulté pour eux, au niveau des services, à traiter et à juguler ce flux et à aboutir donc au traitement de ces affaires en temps réel. En tout cas, sur les 3 dossiers que vous avez signalés, les 3 ont été traités, je ne vais pas dire en temps réel parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas dans un temps très rapide. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Vous avez été extrêmement brillante dans cet exposé. On a bien compris que plus le certificat et plus le signalement était détaillé, plus vous avez d'éléments pour instruire le dossier et faire votre travail et activer les forces de police. Excusez-moi, plus vous reportez au texte. Hein, c'est ça qui est important pour nous. Hein, c'est vraiment que vous réfléchissiez bien par rapport au texte de l'article. Tout à fait. On prendra les questions, réflexions sur la fin de la session. Je propose éventuellement à Vanina Charer de nous rejoindre. Je tenais à remercier le Conseil de l'Ordre pour consacrer encore une soirée aux violences intrafamiliales. Je m'excuse auprès de ceux qui sont venus l'année dernière parce qu'il n'y a pas des scoops dans les violences intrafamiliales, donc il y a des choses qui seront évidemment des redites. Et donc l'idée, c'est d'essayer de vous sensibiliser, même si vous l'êtes tous forcément si vous êtes ici, sur les violences intrafamiliales, en sachant que moi je suis plutôt sur le versant adulte, Marie-Ange Génaudi me suivant étant plutôt sur les enfants, et donc sur la prise en charge des victimes intrafamiliales sur le versant conjugal. Donc en fait l'idée c'est que les violences conjugales, c'est un fait de santé publique qui amène à avoir des informations qu'on nous donne régulièrement, donc ça c'est assez intéressant. Et après, c'est comme tous les chiffres, vous en faites ce que vous voulez. Donc là, c'est juste pour vous donner un rapport du ministère de la Sécurité intérieure. Et donc quand vous regardez, c'est les chiffres qui sont sortis en 2021 sur l'année 2020. On a été brillant, vu qu'a priori, on est censé être content. 125 morts violentes au sein du couple, en baisse de 28% par rapport à 2019. Alors, c'est sûr, quand on voit les choses comme ça, on se dit waouh, il y a une super avancée dans la lutte contre les violences. On pourrait être presque content. Donc, ça veut dire qu'a priori, dans 5 ou 6 jeudis de l'ordre, moi, j'apparais plus. Moi, ça me pose pas un souci majeur. C'est vrai que quand on regarde les courbes des décès, donc des morts violentes, on voit une bonne chute entre 2019 et 2020, essentiellement chez les femmes. Beaucoup moins spectaculaire chez les enfants, d'ailleurs, je regrette. Mais évidemment, on ne peut pas se considérer que la violence conjugale, elle se limite qu'aux chiffres des féminicides, ça serait bien trop simple. Et donc après, si vous reprenez tout ce qui a été... donc là, c'est sur le topo du ministère de la Sécurité, ministère de l'Intérieur. Donc vous avez tous les recueils des violences qui ont été enregistrées en 2020. Et vous avez donc, si on regarde, tous les autres crimes hors homicide et les délits, on se retrouve quand même avec un chiffre qui est quand même assez terrifiant, vu qu'on a 159 400, avec 87% de victimes qui sont des femmes, ce qui est quand même pas très brillant comme un chiffre. D'autant plus que je tiens à signaler que ça, ce sont des chiffres des violences qui sont enregistrées et qu'il faut bien rappeler. Vous l'avez moi, j'aime beaucoup les lettres de l'Observatoire des violences faites aux femmes qui sont disponibles pour tout le monde et pareil en chaque fin d'année qui retraite de l'année d'avant. C'est qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a moins d'une victime sur 5 qui déclare avoir porté plainte. Donc après, du coup, vos 139 000, elles prennent quand même un chiffre qui est quand même beaucoup plus important. Donc ça, c'est un iceberg que j'aime bien, qui explique très très bien, surtout pour les violences sexuelles, c'est que de toute manière, on a le viol signalé à la police, celui qui est déclaré aux enquêtes, mais il y a surtout celui qui est rapporté nulle part, dont vous n'avez aucune trace. Donc on est, si ça se trouve, bien plus important que le 1 sur 5 qui relève sur les enquêtes quand on regarde la lettre de l'Observatoire.
Donc tout à l'heure, Madame Laurence le parlait, c'est qu'effectivement, il y a 159 400 victimes de violences conjugales qui ont été enregistrées. Et donc on a une hausse. Et cette hausse, elle est majeure, hein, elle est essentielle, elle l'a signalé, effectivement, 10% depuis 2019, 42% depuis 2017. Donc on imagine effectivement le travail que ça amène derrière. On peut l'interpréter de manière différente, mais au moins être assez optimiste sur le fait que quand même ça relève cette hausse. Elle relève du fait qu'il y a une libération de la parole. Effectivement, avec par exemple le phénomène MeToo, il y a eu quand même le Grenelle des violences conjugales, je rappelle, de septembre à novembre 2019. Les phénomènes avec les associations, Solidarité Femmes, l'appel du 3919 qui a été bien passé comme information, le rôle majeur des associations, que maintenant il y a une formation sur la prise en charge et l'accueil des victimes. Moi, quelle joie j'ai de voir en faisant le tour régulièrement des services de police. Alors maintenant ils me craignent quand ils me voient arriver à Aubagne, mais où effectivement il y a bien le parcours où la personne peut tout de suite se signaler pour arriver à signaler dans quel parcours aller, même si c'est quand même pas excessivement discret quand vous allez sur le côté, vous mettez la main sur le orange, mais bon, ça a l'avantage qu'on puisse différencier pour mettre vite un accueil qui soit spécifique et surtout. Alors, la petite publication locale, évidemment, sur Aubagne, mais beaucoup de villes ont mis un système d'organisation avec une mise en place de référents et avec des réseaux internes dans les villes. Donc tout ça pour expliquer qu'effectivement tout le monde est acteur pour essayer de sensibiliser les personnes. Il n'y a pas que les professionnels, mais des professionnels de santé. Si je suis là aujourd'hui pour essayer de vous convaincre, c'est qu'effectivement le professionnel de santé est très souvent donc le premier et parfois d'ailleurs le seul interlocuteur. Donc là je vous ressors des chiffres, mais qui retrouvent que quand les patientes, donc là c'est pas toutes les violences confondues, c'est que les violences physiques et sexuelles. On n'a pas toutes les autres, mais dans quasiment une fois sur deux. C'est un professionnel de santé, un médecin, un psychiatre, un psychologue qui est la personne et souvent la seule personne à qui la victime en parle. Donc c'est pour ça qu'il nous faut pouvoir les repérer, pouvoir favoriser le fait que ces patientes nous en parlent et du coup d'entreprendre la prise en charge et le suivi adéquat qui est derrière. De surcroît, petit rappel sur la loi qui a dit, la MIPROF, qui a fait la modification de la loi en 2014, rendant obligatoire la formation des violences. Et là, encore merci au Conseil de l'Ordre de rappeler cette formation régulièrement. Donc la question qui revient toujours, c'est la question du dépistage, systématique ou orienté. J'ai été présentée sur la première diapo comme étant gynécologue obstétricienne. C'est ce que je suis quasiment à 90% de mon temps, mais je me mets à la place des médecins et d'autres spécialités et je me rends compte que ça n'a pas évidemment la même facilité ou la même approche pour tout le monde de percevoir ce dépistage. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de questionnaire de dépistage qui soit validé et que de toute manière, comme pour toute obtention de réponse, la relation de confiance entre un médecin et un patient et c'est surtout la manière dont on l'aborde et la relation de confiance qui fait que vous allez obtenir de toute manière une réponse. J'avais entendu une remarque qui me disait franchement, vous demandez tabac, alcool, vous pouvez demander violence. Ah bah oui, je peux lancer toute la liste et voir si j'ai une réponse. Mais après, si vous voulez vraiment une réponse qui soit vraiment celle que vous attendez, c'est-à-dire la vraie, il est fort probable quand même qu'on ne puisse pas la poser aussi facilement. Donc c'est vraiment la facilité, la capacité à obtenir cette réponse, c'est de toute manière, elle est basée sur la relation de confiance qui est la base de notre relation avec les patients. Il a été fait différents types de dépistage, que ce soit par des interventions passives. Alors ça a un avantage de répondre aux enquêtes et de toujours retrouver les mêmes chiffres catastrophiques d'une femme sur 10, ou les interventions actives qui sont celles que vous faites en consultation et qui, dans ces cas-là, peuvent permettre de lancer sur une prise en charge. En tout cas, ce qui nous soutient, c'est que toutes les études montrent que de toute manière et en pratique, les femmes ne sont pas opposées à ce dépistage. J'ai rarement eu, à part quand je savais pas y répondre correctement peut-être, mais en fait même les gens ne se vexent pas quand on leur pose la question et puis même si après vous savez pourquoi vous leur expliquez très calmement pourquoi vous leur avez posé la question, ils reviennent sur la raison et ils se disent effectivement merci, je saurais mieux maintenant comprendre les conséquences et pourquoi vous le posez finalement systématiquement la question. L'intérêt du dépistage systématique, comme tous les dépistages, c'est d'augmenter l'identification des violences. Dans le cas des violences conjugales, c'est de permettre un repérage précoce, ce qui est primordial étant donné qu'on sait que ça évolue, c'est le concept du cycle de la violence. Et dans les victimes qui ont été enregistrées, 7 sur 10 ont subi des faits répétés.
Donc de toute manière, c'est important de le faire le plus précocement possible parce qu'il risque d'avoir effectivement on voit que les plaintes sont beaucoup plus importantes au bout d'un certain moment. Et ce dépistage systématique, ça permet d'ouvrir une porte, vous posez une question, elle répond non cette fois-ci, et puis la fois d'après, elle vous dit vous savez, vous m'avez posé la question, mais au moins elle sait que vous lui avez posé cette question, que vous n'êtes pas insensible et que vous êtes capable de pouvoir écouter la réponse, d'entendre la réponse et éventuellement même de la prendre en charge et de la soutenir. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est assez intéressant, c'est de pouvoir l'intégrer, c'est d'intégrer au moins les facteurs de risque. Alors, c'est pas d'avoir des gros clichés de la femme qui n'a pas de travail, de niveau socio-économique, son mari qui est au chômage et qui va faire les chiffres du PMU. C'est d'arriver à comprendre, et ça c'est assez intéressant, on appelle ça le modèle de Hayes, c'est de montrer l'interaction qu'il y a sur plusieurs niveaux et qui font qu'effectivement, il y a quand même plus de risques selon comment vous cumulez les facteurs au fur et à mesure. Donc, vous avez les facteurs individuels pour aller très vite. Et en fait, les facteurs individuels, je vous le lis parce que c'est mal foutu ma diapo, mais c'est pas forcément d'avoir un faible niveau d'instruction, c'est d'avoir été témoin durant l'enfance d'actes de violence conjugale et d'avoir été l'objet de mauvais traitements pendant l'enfance. Donc ça, quand vous l'avez devant vous, elle peut avoir fait tous les niveaux d'études que vous voulez et être cadre supérieur. Si vous lui posez pas la question, finalement, ce facteur de risque, il va vous manquer dans votre repérage par la suite. Après, cet individu, vous le mettez dans une structure relationnelle, ce qu'on appelle le couple. Et donc, forcément, c'est intéressant de voir. Donc, moi, par exemple, dans les femmes qui habitent, vous l'avez, les femmes qui sont logées dans la famille du mari, où ça met tout de suite éventuellement une pression supplémentaire et ça peut rester comme étant quelque chose qui se rajoute dessus. L'homme qui est le maître de la richesse, les disparités importantes économiques d'éducation entre le mari et la femme. Alors, on ne va pas demander le relevé bancaire de monsieur, mais éventuellement de tenir compte éventuellement des différences d'origine et entre le conjoint et la patiente, de façon à voir quelle est sa place dans le couple. Après, vous avez aussi la communauté, parce que tout le monde ne voit pas les violences de la même manière, et vous remettez tout ça dans une société où il y a des sociétés qui acceptent que la violence soit une méthode de résolution des conflits. Alors, si vous cumulez tout ce que je vous ai encadré en rouge, là, a priori, vous êtes bon, mais vous pouvez ressembler à ça peut être votre meilleur ami. À partir du moment où vous avez quand même beaucoup de facteurs rouges qui sont amenés, vous serez quand même plus éventuellement sujette à être une femme qui va être un jour victime de violence. Et c'est pour ça que ça, c'est intéressant, c'est de pouvoir au moins dépister ces facteurs de risque et de pouvoir voir s'il y a quelque chose qui s'allume au fur et à mesure. L'épigénétique, c'est un sujet, moi, sur lequel je me suis penchée il n'y a pas longtemps. Je vous ai mis très rapidement 2 diapos. Et c'est juste pour revenir sur le fait qu'il a été quand même prouvé que si on a des impacts, il y a un impact des différents types de maltraitance quand on est enfant et qui peuvent changer, que ça soit au niveau endocrinien, métabolique ou du niveau du système nerveux central, c'est qu'il y a un impact structurel et fonctionnel. Donc, quand on arrive à voir tout cet impact sur la petite enfance, et là, je ne parlerai pas à la place du docteur Einaudi, mais c'est assez important de voir du coup cet impact et de revenir sur le fait qu'on peut leur poser la question sur leur enfance. Et ça, c'est une étude que j'aime bien, qui a retrouvé que sur les femmes enceintes qui avaient été soumises à un stress, il avait été fait des prises de sang et on avait retrouvé sur le sang au cordon des altérations de la méthylation de l'ADN. Alors là, je me la joue scientifique ce soir, mais ça montre bien qu'il y a une perturbation qui est vraiment montrée au niveau biologique, ce qu'on appelle en épigénétique, et qui modifie et qui serait une source de surrisque par après. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand les gens me disent « mais pourquoi ça vous intéresse ?» Et je leur dis juste que ça peut être un facteur de risque. On parle beaucoup de la santé environnementale, et si vous regardez en santé environnementale, la violence et le stress rentrent dans la santé environnementale. Donc si on pointe du doigt l'importance de tous les autres facteurs, pourquoi pas pointer aussi dans ces cas-là la violence. Le dépistage systématique, il y a un consensus quand même international pour montrer que évidemment la périnatalité est une période de vulnérabilité et que donc il est important et vraiment primordial d'entreprendre un dépistage systématique. Là, c'est la gynécologue obstétricienne qui parle, dans les consultations préconceptionnelles, dans les consultations prénatales, postnatales, et de ne pas l'oublier dans le parcours des demandes d'IVG. On peut aussi éventuellement envisager un dépistage orienté. Ça, je m'adresse aux médecins qui ne font pas forcément de l'obstétrique ou pour lesquels c'est un peu compliqué d'aborder. Mais c'est là où il faut pouvoir arriver éventuellement à lister chacun dans nos spécialités, dans nos orientations professionnelles, dans nos modes professionnels, d'arriver à voir quels sont les signes sur lesquels il faut que je m'engage à chercher une violence et que je pose la question.
Donc effectivement, c'est d'adapter à son mode d'exercice. Je me doute bien qu'on n'a pas la même pratique, le même temps sur une consultation en urgence qu'en médecine programmée, sur une dame qui vient alors qu'elle est en vacances et que du coup elle ne va pas revenir, ou si c'est une patiente qui a un suivi régulier, c'est beaucoup plus compliqué de lancer ça dans la consultation alors qu'elle ne venait juste pour une brûlure de méduse. Je vous dis ça parce que j'ai un copain qui m'a sorti ça tout à l'heure. Il m'a dit, alors elle, je dois lui poser la question si c'est une méduse, vraiment une méduse. Je lui ai dit, bah tiens, finalement, oui, effectivement, parce que le coup de la méduse, ça peut être une brûlure autre. Il me dit, tu vois le mal partout. Donc la question, c'est vraiment de se poser à un moment ou à un autre sur la réflexion personnelle, sur l'orientation professionnelle. Et donc effectivement, j'en avais discuté avec trois de mes patientes qui sont médecins et à qui on a commencé à travailler dessus, dont une cardiologue, sur les listings des signes d'appel par spécialité pour éventuellement se poser la question d'une maladie chronique qui était bien équilibrée, qui se déséquilibre, des retards à la cicatrisation, des retards à la consolidation. Ça, c'est un travail que j'essaye de faire avec 2-3 cabinets de kiné sur le fait d'avoir des patientes qui ne récupèrent pas aussi rapidement que prévu ou avec des luxations répétées et autres. Ça, c'est tout un tableau sur les signes qui pourraient être des signes d'appel. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question individuellement dans sa pratique de toute manière. En pratique, ce qui est important et ce qui vraiment qui est très simple, c'est de créer un environnement favorable pour ouvrir la parole et montrer que vous y êtes sensible. On a tous dans nos cabinets une affiche sur un thème qui nous est un peu prioritaire et de signaler, donc là c'est trois exemples d'affiches, que ce soit pour les médecins, sages-femmes, pharmaciens et ceux des chirurgiens dentistes, mais qui permet de montrer que votre profession est aussi à l'écoute et elle fait partie du parcours et qu'on peut être un outil dans son parcours pour l'aider à rentrer dedans et lui donner éventuellement de l'aide et du soutien et surtout de l'écoute dans un premier temps. Moi, j'adore le laisser traîner. C'est le violentomètre. C'est un outil qui nous vient de l'Amérique latine et qui a été repris par un réseau pour l'égalité homme-femme à Paris et qu'il a réutilisé. Et initialement, c'était fait pour les jeunes femmes, comme c'est marqué dessus. Moi, je le laisse traîner sans catégorie de dire jeune femme ou pas. Et ça permet d'arriver, c'est un outil d'auto-évaluation. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça leur permet de lire, elles. C'est basé sur 23 exemples de comportement de leur conjoint et d'arriver à voir un petit peu où en est la relation, c'est-à-dire d'arriver à évaluer la toxicité d'une relation. Et c'est assez sympa parce que moi, j'aime bien le laisser traîner parce que comme le mari, souvent, il s'ennuie, il prend des trucs sur la table, il regarde et il me dit « Non, vous exagérez quand même, je suis pas dans les oranges. » Ah, bah si, vous devez être dans les oranges alors, monsieur. Et du coup, d'arriver à en discuter, parce qu'il y a des gens qui ont des comportements et qui n'arrivent même pas à voir, tellement c'est habituel que, effectivement, ça relève d'une relation toxique. Et c'est intéressant d'en discuter. Donc en pratique, une chose pour laquelle autant je dis pas que le dépistage systématique est facile, mais par contre il y a une chose est certaine, c'est que la sensibilisation systématique, il faut qu'on l'incorpore dedans. C'est-à-dire que pas de commencer la consultation par bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des formes de violence, mais de pouvoir l'intégrer, de pouvoir le glisser à un moment dans la consultation, donc de pouvoir savoir répondre, parce que plus on est à l'aise avec un sujet de conversation, plus on est convaincant, plus la personne va s'ouvrir. C'est comme quand elle vous suit sur un projet partagé de soins. Si vous êtes convaincant et que vous savez et qu'elle sent que vous maîtrisez le sujet, elle vous suivra plus que si elle a l'impression que oulala, elle est en train de vous gêner et que ça va pas être possible. Et de cette sensibilisation, c'est pour ça que je vous dis d'en discuter même avec les conjoints ou surtout avec les conjoints d'ailleurs ou avec les personnes ou accompagnants, parce qu'on dit souvent qu'il faut le faire quand la patiente est seule. Mais la sensibilisation, ce qui est intéressant, c'est que même si la personne n'est pas seule, vous pouvez y aller, vous pouvez lancer vos questions, demander si les gens connaissent le 3919. En plus, moi, il y a toujours du bazar sur mon bureau, donc ils peuvent regarder tous les papiers. Alors aujourd'hui, il y avait la présentation écrite en gros dessus, comme ça, vous avez bien compris. Mais après, ça permet de discuter facilement sur tous les sujets et de diminuer la tolérance collective et individuelle à cette violence. Et donc, de ne pas oublier qu'on fait partie dans le parcours, on peut être un recours d'aide et que du coup, on peut être amené à les informer sur les moyens locaux et nationaux. Et à la rigueur, si on ne maîtrise pas plus la prise en charge des violences, qui est quand même une spécialité à part entière, Docteur Bretel est là pour en parler tout à l'heure, on peut déjà faire de la sensibilisation et de les orienter et de les informer, c'est déjà énorme en participation. Parce que la question de ah là là, quelle question tu poses, ça c'est les exemples classiques qui sortent. Il est évident qu'il n'y a jamais la même. Il y a autant de questions que de patientes, que de situations. Moi j'en ai remis une autre qui est quand elles m'annoncent qu'elles sont enceintes. Et maintenant, je leur demande, je lui dis, mais c'est une bonne, une mauvaise nouvelle, ça a été accueilli comment par votre conjoint ?
Et effectivement, déjà, ça permet un petit peu de voir quelle est l'ambiance à la maison, ou en postnatal, de demander comment ça se passe dans le couple, alors que vous ne l'avez peut-être pas demandé à chaque fois. Parce qu'au final, cette question, elle n'a pas lieu d'être aujourd'hui et de plus la poser pendant 5 ans. Donc, en fait, finalement, vous allez pouvoir être amené à la modifier en fonction des parcours. Donc, il n'y en a vraiment pas qu'une seule. Moi, la seule que je mets tout le temps, c'est: avez-vous déjà subi des événements qui vous ont fait du mal et qui continuent à vous faire du mal aujourd'hui? C'est plutôt dans mes créations de dossiers ou pour les antécédents, pour revenir sur la maltraitance ou les souvenirs ou certaines choses. C'est-à-dire pas forcément de la violence contemporaine, mais qui a un antécédent et qui permet pour essayer de travailler, pour déconstruire tout ce que cette violence a laissé comme mémoire chez cette patiente. Parce que la question de poser la question, c'est d'assumer la réponse. Et donc là, toujours les mêmes choses. Et il y a quelqu'un dans la salle qui se sentira visé parce que c'est celle qui me l'a apprise, mais qu'il faut toujours bien avoir conscience que quand la personne, ce jour-là, a décidé de vous en parler, c'est un symbole d'une énorme confiance qu'ils vous font et qu'il faut bien avoir conscience qu'il faut leur rendre ce message en leur disant que vous les croyez, que vous les soutenez. Il faut vraiment valoriser leur démarche parce que ça a été excessivement difficile et compliqué pour eux de vous le donner, et de ne pas oublier donc de répéter des messages clés qui sont que les violences, elles sont interdites et punies par la loi et qu'elles ne sont en aucun cas responsables de cette violence. Quand je mets être attentif aux différences liées à la culture de la victime, c'est parce que je vous l'ai pas mis en entier, c'est un pavé, mais qui est une pure merveille. C'est une approche pratique sur l'interculturalité, sur les violences faites aux femmes. C'est une équipe de médecins du monde qui a fait ce travail, si vous avez l'occasion de le parcourir. Et c'est assez intéressant d'arriver à voir, effectivement, ça reprend un peu l'échelle que je montrais tout à l'heure avec l'individu, la société, la communauté, etc., et le couple. Mais de bien voir que de toute manière, il y a une participation de la culture aussi qui est à l'intérieur. Donc, effectivement, il faut bien. On parlait des mutilations sexuelles tout à l'heure. Il y a quand même certaines normes et pratiques culturelles qui sont invoquées pour justifier des violences. C'est tout l'exemple des mutilations. Il y a quand même des sociétés où il y a une telle domination masculine où ça va être une coïncidence, il y a une plus grande prévalence du viol. Et après, il y a des fois où vous discutez avec des patientes et il y a la notion de normalité ou d'anormalité. Moi, j'entends, mais c'est normal, j'étais fatiguée ou j'étais pénible. Ah. Et là, à côté, je vous ai mis une petite diapo que j'ai trouvée parce que je suis en train de faire des recherches sur... je fais un travail sur le Cameroun ces temps-ci. Et j'ai retrouvé cette diapo que je trouve très drôle, même si... c'est difficile de trouver des diapos drôles. Et c'est opinion concernant le fait de battre sa femme. Et vous avez le pourcentage de femmes et d'hommes, donc les femmes sont en bleu, les hommes sont en rouge, de 15 à 49 ans, qui pensent que pour certaines raisons, il est justifié que l'homme batte sa femme. Non mais c'est très drôle parce que quand même, bon, hormis le fait qu'on peut la taper parce qu'elle a brûlé la nourriture, qu'elle argumente avec lui, heureusement que c'est pas mon mari, sort sans lui dire, néglige les enfants, refuse des rapports sexuels. Ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a autant de pourcentage chez les hommes que chez les femmes. Donc là, vous dites, en fait, finalement, c'est pas tant que il n'y a pas que le mec à qui il faut expliquer les choses. C'est que quand vous voyez que vous avez des communautés pour lesquelles ça ne choque pas ni l'un ni l'autre, vous dites que là, c'est sûr que vous n'allez pas sortir votre 3919, le petit papier de la maison des femmes. Vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est pas la peine, vous pouvez repasser ailleurs. Et ça, c'est fondamental parce que si vous voulez élaborer un programme de lutte et que vous arrivez avec vos sabots et tous vos numéros et que vous voulez essayer de lui faire un truc qui ne marche pas du tout dans sa culture, ça va pas marcher. Elle va se dire, je me suis trompée, c'était pas elle qu'il fallait que j'en parle. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je disais tout à l'heure de recueillir les antécédents et de voir dans quel contexte ça se met. Ça paraît tout à fait d'arriver à approcher et d'aborder le sujet avec une méthode très, très différente pour les patientes. Les principes à respecter, la confidentialité, on en parlait tout à l'heure, donc on dit souvent que c'est avec les femmes seules. C'est vrai qu'après, tout ce qui est détail, surtout quand Madame Laurence parlait du signalement, etc., il est évident que c'est quand même dans un cadre sécurisant avec une femme seule, mais en tout cas, le dépistage systématique qui permet des fois quand même de voir une femme s'effondrer ou un accompagnant s'effondrer et de vous raconter, parce que ça m'est déjà arrivé en consultation, mais ça, effectivement, on l'a pas toujours. Il faut pas s'arrêter au fait que la femme n'est pas seule, mais par contre, si c'est ce moment-là où elle y est, moi je fais sortir les accompagnants et effectivement on fait une consultation bien dessus. Là où il faut faire attention, c'est sur les tenues des dossiers médicaux parce que les dossiers maintenant sont de plus en plus informatisés et je vois qu'après quand on les met dans les dossiers qui sont partagés dans les structures hospitalières, il faut voir qui c'est qui va réouvrir aussi le dossier médical. Donc il faut vraiment arriver à trouver un système pour que tout ne soit pas imprimé ou tout ne soit pas accessible dans les dossiers médicaux.
Pour ce qui est une fois qu'elle vous en a parlé, c'est de respecter, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de respecter la patiente dans son autonomie, dans son respect de temporalité, ses priorités, ses décisions et peut-être éventuellement l'aider à prendre et à les identifier, mais en tout cas de la laisser prendre ses décisions et quand est-ce qu'elle voudra faire telle démarche. Sauf dans la situation du signalement où effectivement on change de situation. En tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir discuter et d'expliquer aux gens, ce que je répète toujours, c'est-à-dire que si on peut expliquer aux gens, ils se braquent beaucoup moins et ils comprennent pourquoi on a autant d'importance à essayer de vouloir les aider. Mais Madame Charrière ne le refera plus, et de prendre un petit peu de temps et de sortir. Moi, j'ai un petit papier tout imprimé où je remets mon petit cycle de la violence et youps, je le ressors et je lui explique pourquoi effectivement ça ne va probablement pas arriver. Le calme ne va être que de quelque temps, hein, la lune de miel, mais ça risque de reprendre, de leur expliquer le principe de l'emprise et qu'elle n'est en aucun cas responsable, et donc de rappeler les droits, que c'est interdit, et d'informer sur les aides. Et ça, c'est un texte calme. Moi, au début, j'étais un petit peu virulente quand j'avais certaines anecdotes qui me sortaient au cabinet. Et puis, de leur parler calmement et de leur expliquer calmement, elles vous écoutent beaucoup plus. Et le fait est de le comprendre et de savoir l'expliquer change fondamentalement la consultation. Et c'est là où après, moi, je vais pouvoir laisser la main aux autres. C'est que là, c'est la continuité des soins. C'est-à-dire qu'on peut apporter une solution que dans son domaine de compétences, mais ça, c'est valable pour tout ce qu'on fait en médecine de toute manière. À partir du moment où on ne sait pas, on passe la main, mais on vérifie que les choses sont faites. Madame, j'ai palpé ça, je vous envoie, je vous fais une ordonnance et je vous envoie à tel endroit. On le fait toute la journée. Donc, il faut pouvoir ne pas dépasser ces domaines de compétences de manière à ce que ça soit bien fait. On peut documenter les violences si effectivement c'est un moment avec des signes physiques ou psychiques importants, un peu comme dans le signalement, ou de rédiger un certificat médical initial. On peut, si la patiente ne veut pas aller tout de suite sur un endroit spécialisé ou un parcours, ou en tout cas lui proposer des consultations de suivi pour lui dire que vous êtes là pour en rediscuter si besoin. Mais il faut savoir orienter et proposer une aide adéquate. Et c'est là où arrive donc le fait qu'il ne faut pas rester seul, déjà parce que c'est très compliqué à porter, parce qu'on n'a pas toutes les casquettes, et que c'est là où il faut essayer d'aller. Donc on incite à ce que tout le monde se rencontre, que tout le monde puisse savoir quel est le rôle de chacun, d'identifier ses référents des violences, etc., de se créer son petit répertoire au même titre qu'on sait qui fait des bonnes échos, qui sait qui va être le cardiologue qui va me prendre ma patiente rapidement, etc., etc. Et donc c'est exactement la même chose pour les violences. Petite photo, je ne vous ai pas demandé votre autorisation les filles, mais là vous avez quand même maintenant un outil majeur sur Marseille pour adresser les patientes. Et donc, les principes à respecter, c'est quand on est vraiment dans une situation où vous êtes seul, vous êtes au cabinet, où vous vous retrouvez dans une situation où on est très limite, c'est d'identifier le type de violence quand on sait vraiment la sécurité vous semble vraiment mise en danger, et d'évaluer la situation, c'est-à-dire la vulnérabilité. On en parlait tout à l'heure, les enfants, est-ce qu'elle avait déjà mis des démarches? Tout à l'heure, dans un des signalements, il y avait la patiente n'est pas allée au CIDFF, mais il y avait certaines choses qui avaient été lancées et qu'il faut pouvoir évaluer les risques encourus, parce que si on est dans la situation des dangers imminents, c'est l'hébergement et le signalement qui sont les deux questions qu'il faut se poser. Donc les numéros, là, c'est pareil. En plus, maintenant, il y a quand même pas mal de numéros de téléphone qui ont été mis. Il y a dans les brochures que vous en laissez à préparer le Conseil de l'Ordre, il y a plein de numéros de téléphone dessus qui sont super bien regroupés. Et donc, de donner les numéros d'écoute, les numéros d'urgence, c'est important qu'elles partent avec quelque chose. Il y a une application qui s'appelle Appel, A2P-E2LES, qui est excessivement bien faite, que vous pouvez télécharger facilement, qui n'a pas un logo Mon mari me bat, donc qui passe assez inaperçu, un peu entre la couleur de Weight Watcher et de Chrono Drive, et où effectivement elles ont tous les numéros, etc. Et c'est bien de leur signaler certains petits outils qu'elles peuvent mettre dans leur téléphone, où elles enregistrent le numéro de la meilleure amie ou des choses comme ça, qui sont des appels rapides, où elles peuvent faire des signalements, où elles peuvent chatter directement avec le système avec les services de police, et de leur laisser certains outils, au moins quand elles sortent de chez vous. Donc en cas de danger immédiat pour l'hébergement, c'est de contacter le SAMU social. Et après, c'est la question du signalement sur lequel je vais aller très vite parce que c'est bien débattu après. Donc comme disait Madame Laurence, la responsabilité civile, pénale et disciplinaire du médecin, elle n'est pas engagée si le signalement il a été fait selon les conditions qui sont prévues dans la loi. Donc ça veut dire d'être dans une situation de danger immédiat et sous l'emprise.
Donc vous avez tous les questionnaires qui ont été repris. J'ai fait ni plus ni moins qu'un copier-coller. Mais donc les dangers immédiats et emprises vous ont été bien répertoriés. Ils sont dedans. Ils sont aussi sur le serveur du Conseil de l'Ordre. Et je n'en dis pas plus pour la petite merveille qui va être mise en circulation sur l'année 2022. En tout cas, le médecin doit s'efforcer de recueillir l'accord de la victime. C'est ce qui a été dit. S'il n'y parvient pas, c'est au moins de l'en informer. Et donc, vous avez le destinataire, les modalités d'envoi et effectivement que les choses sont traitées en temps réel avec un accusé-réception, etc. Toutes ces modalités pour faire le signalement vont vous être décrites après, donc j'en parle pas, avec tous les coordonnées qui sont de toute manière mis dans les documents. Voilà, donc juste pour répéter et pour soutenir tous ceux qui se lancent dans la grande aventure du dépistage des violences, c'est que c'est pas toujours glorifiant, voire quasiment jamais. Parce que c'est pas agréable d'entendre, on a des sentiments d'impuissance parce que c'est pas des grandes réussites, que c'est des consultations qui peuvent être très éprouvantes. C'est pour ça que travailler non plus, de ne pas rester seul, c'est important parce que ça peut permettre de savoir la suite, d'avoir des bonnes nouvelles éventuellement. Et je rappelle toujours qu'il y a un numéro qui a été mis en place, qui est de l'aide aux professionnels de santé et aux médecins libéraux. Ça fonctionne pas que pour ça marche beaucoup pour le burn-out et autres, mais c'est un numéro qui peut soutenir pour les gens qui travaillent tout seuls. Je vous remercie beaucoup et juste pour vous dire que dans l'idée de rencontrer tout le monde, Gynécologie sans frontières, je la mène mais trop bien. Gynécologie sans frontières, pour lequel je me suis engagée depuis quelques années, essaye d'organiser régulièrement au sein de la France entière des journées de sensibilisation pour regrouper les acteurs des territoires. En 2019, on l'avait monté avec mon homologue qui est ici présent, Serge Boyer, sur la ville d'Aubagne. En 2020, ça a été reporté. On l'a fait en 2021 sur la Ciotat. L'idée étant de recouvrir les gens qui sont intéressés et de mettre tous les acteurs du territoire. Et la municipalité de Marseille et le Conseil de l'Ordre nous ont beaucoup soutenus. Ils nous ont demandé si on pouvait travailler tous ensemble sur une journée de sensibilisation qui aura lieu le 22 novembre 2022 au Palais du Pharaon, où vous retrouverez à peu près tous les acteurs d'aujourd'hui. En tout cas, ils y seront tous présents, sachant que c'est des violences intrafamiliales avec une présentation qui sera de moitié sur les enfants, la moitié sur les adultes. Et en fait, je fais 3 moitiés parce que je suis purement marseillaise. Et la 3e sur les établissements qui sont mis en place. Je vous remercie. Vanina, un grand merci. C'est toujours extrêmement émouvant de t'écouter parler. On va laisser la place à Marie-Ange Génaudi. Juste avant ça, je voudrais revenir sur 2 points que tu as évoqués dans ton intervention. Le premier, la relation avec les dossiers médicaux et mes écrits, ma signature m'engage. Je vous invite à écouter l'excellent Jeudi de l'Ordre qui avait été fait par Fatima Crimi, qui est juste au fond de la salle, ainsi que Christophe Bartoli sur la responsabilité des écrits, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout écrire ni sur un certificat, ni sur un document tel qu'il soit. Et il y a une présentation qui avait été faite que vous retrouvez sur les Jeudis de l'Ordre, je dirais de mémoire que c'était en avril 2021. Et évidemment, la source qui est le code de déontologie médicale. Et un deuxième outil dont tu n'as, je ne crois pas parlé tout à l'heure, mais dont la procureure nous a parlé à la dernière visite, qui s'appelle Flagasso. Oui, alors regardez les documents qu'on a mis à votre disposition. Flagasso, c'est comment se mettre à l'abri si je me sens en danger. Vous avez plusieurs lieux, notamment dans Marseille, et c'est à l'initiative des forces de l'ordre. Si une personne se sent en danger, elle se connecte à Flagasso, elle voit qu'à côté, à 10 mètres, à 100 mètres, il y a un bar, un restaurant qui dit « ici, vous êtes en sécurité ». Eh bien, vous avez ces éléments-là dans les livrets qu'on vous a remis tout à l'heure. Voilà. Merci Marie-Ange. Donc du coup, Marie-Ange va nous parler des enfants en danger. Je vous laisse ce micro. Et les pointeurs fonctionnent normalement. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Et ben voilà. Merci Simon. Merci de me recevoir pour la 3e fois. Donc du coup, j'ai actualisé mon propos en essayant de vous parler d'actualités relatives à l'enfance en danger.
Alors, l'actualité, ça peut être l'actualité clinique en fait de ce médecin des urgences qui reçoit une maman et sa fille après que le père ait porté des coups à son ex-femme lorsqu'il venait chercher sa petite fille la veille d'un week-end et après être rentré dans une rage folle. C'est aussi l'actualité de ce médecin scolaire qui constate un hématome au niveau du flanc de ce petit garçon de 9 ans qui explique à son institutrice pourquoi il ne veut pas faire le cadeau de la fête des pères. C'est aussi l'actualité d'un médecin généraliste libéral, seul dans son cabinet, qui est face à cette lésion de la face postérieure du mollet d'un nourrisson et qui s'interroge sur l'origine de cette lésion. Et juste à côté, je vous diffuse ce beau document de la Société française de pédiatrie médico-légale qui avait été élaboré pendant le premier confinement et qui nous éclaire sur les localisations habituelles en traumatologie de l'enfant, ce qui est rosé, et ce qui doit nous alerter sur des lésions possiblement infligées en fonction de leur localisation bleutée. Je trouve que ce document, il est assez pédagogique. Alors, l'actualité, c'est aussi savoir évoquer la prévention, l'éducation, l'aide à la parentalité dans les violences éducatives ordinaires. C'est peut-être aussi suivre, en tant que médecin, cette maman d'un adolescent ou cet ado de 13 ans qui est porteur de troubles du spectre autistique et qui... Vous vous rappelez, il faut tirer des leçons aussi de la période que l'on vient de passer pendant la période Covid où les IME fermaient. Cette maman s'était retrouvée isolée dans un tout petit appartement avec son ado autiste de 13 ans et qui avait menacé de venir s'immoler devant la MDPH si on ne lui venait pas en aide. Et puis, ça peut être aussi cet ado de 16 ans qui vit dans un contexte familial, culturel et religieux assez strict, qui consulte après un rapport sexuel, qui confie une agression sexuelle. Elle dit avoir peur de l'auteur, elle dit aussi avoir peur de la réaction de la famille et surtout, elle vous demande de ne rien dire. Et puis, ça peut être aussi ce dessin réalisé par cette petite fille de 5 ans qui consultait chez une psychologue sur des troubles du sommeil et des troubles du comportement. Donc, on parle des violences conjugales, on parle désormais de violences intrafamiliales, donc des violences qui se déroulent dans la famille, au sein de la maison qui est censée être le lieu de sécurité, mais qui est souvent malheureusement le lieu du danger. Et en fait, l'enfance en danger, elle est chargée en termes d'actualité. Il y a le contexte sanitaire, il y a le contexte sociétal, législatif et politique. Au niveau sanitaire, je rappelle que pendant la crise du Covid, les appels au 119 ont augmenté de 50%. C'est énorme. Au niveau sociétal, il y a une campagne de sensibilisation autour des violences intrafamiliales. Il y a la littérature aussi. Il y a eu les livres de Camille Kouchner, de Vanessa Springora. Il y a toute une campagne de médiatisation de la protection de l'enfance aussi, avec des films au cinéma, des téléfilms, des émissions de télé. Il y a un contexte législatif chargé avec, par exemple, la loi d'avril 2021 qui vise à mieux protéger les mineurs des délits et crimes sexuels, qui revoit cette notion de consentement. Il y a le rapport de la SIAZ, le rapport Sauvé, il y a le rapport de la Civise, il y a la nouvelle loi de protection des enfants, un contexte politique chargé. Il y a aussi le plan de lutte contre la prostitution, etc. Je ne pourrais pas tout évoquer, mais le contexte est vraiment chargé. Donc au milieu de tout ça, quelle est la place du médecin ? Elle est à la fois essentielle, mais complexe, et c'est pour ça qu'elle se doit d'être accompagnée. Alors, on passe de l'enfance en danger à la maltraitance, ça, c'est pas d'actualité, ça reste d'actualité, je voudrais dire plutôt, quelle est la définition ? Un enfant est en danger dès lors que sa santé, sa sécurité, sa moralité sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises. Chaque mot est très important. Ce qu'apporte la dernière loi relative à la protection des enfants, la loi du 7 février 2022, c'est une définition de la maltraitance, une définition large et transversale qui nous oblige à être davantage en alerte. Alors qu'est-ce que c'est désormais la maltraitance ? Elle vise toute personne en situation de vulnérabilité, dès lors qu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, ses droits, ses besoins ou sa santé. Et qu'elle survient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Les situations, elles peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non, origine individuelle ou collective, et violence et négligence peuvent revêtir des formes multiples. Alors violence,
mais négligence aussi. La négligence est une forme insidieuse de maltraitance. On n'est pas dans la commission, on est dans l'omission, et pourtant l'impact peut être aussi dramatique. Et j'utilise cette imagerie cérébrale empruntée au docteur Maurice Berger, qui compare en fait le cerveau d'un enfant de 3 ans qui a un développement normal et à côté le cerveau d'un enfant de 3 ans qui aurait été extrêmement négligé. On voit bien l'atrophie cérébrale en fait chez le petit qui a été négligé. Il n'a pas été battu, il n'a pas été secoué, il a juste été négligé. Donc, il y a la définition et puis il y a les situations pratiques. Et dans le doute, face à des situations complexes, l'enjeu, c'est de pouvoir aussi se retourner vers des aides, vers des relais si on est dans le doute ou qu'on ne sait pas comment faire. Alors, pour toutes les situations de prévention, d'accompagnement, on peut se retourner vers les MDS, les maisons départementales des solidarités, et les PMI du territoire. Il y a 21 MDS dispersés sur tout le territoire des Bouches-du-Rhône. Il y a aussi, et parce qu'on sait que tout commence pendant la période prénatale, chaque maternité du département dispose d'un staff médico-psychosocial. Il s'agit de dispositifs de repérage et d'accompagnement des vulnérabilités. Alors ça rentre, c'est soutenu par la politique des 1000 premiers jours, certes, en région et en particulier dans le département, ça existait bien avant, mais ça a permis de faire en sorte que ce dispositif soit enrichi. Il y a aussi dans le département tout un réseau de médecins hospitaliers identifiés référents violences faites aux enfants. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que dans chaque hôpital du département, dans chaque service de pédiatrie, il y ait un médecin référent qui puisse être le référent ou le relais des libéraux, par exemple, du territoire concerné, qui pourrait le contacter en urgence s'il a besoin d'hospitaliser un enfant, par exemple, dans une situation de maltraitance. Alors, existait déjà l'équipe mobile du professeur Chabrol, l'équipe mobile Enfance en danger, du docteur Bosdur et du docteur Bresson. À Nord, c'est le docteur Etornaz, à Saint-Joseph, docteur Bartoli, Aubagne, docteur Baumier, Salon, docteur Moulaine, Aix-en-Provence, docteur Amouche qui prend le relais d'Ivry-Mé, Martigues, docteur Caérec, l'UMJ d'Arles, parce qu'il n'y a pas de service de pédiatrie à proprement parler à l'hôpital d'Arles, c'est le docteur Rancurel. Et puis, ce groupe donc, qui travaille en réseau partage des procédures. L'idée, c'est de monter aussi en compétences et d'avoir une culture commune. Il s'enrichit de compétences plurielles. Docteur Garcia pour les morts inexpliquées du nourrisson, Claude Louis Borion qui nous éclaire sur les violences sexuelles, docteur Tuchetin et Delteil qui nous apportent leur regard de légiste, docteur Laporte pour les problématiques des mineurs non accompagnés et professeur Panuel qui nous éclaire pour les questions d'imagerie. Et puis dans chaque CRIP, normalement depuis la loi de 2016, il est censé y avoir un médecin référent protection de l'enfance. Tous les départements ne l'ont pas désigné. Mais dans les départements où il a été nommé, l'enjeu de ce médecin, c'est de faire, donc médecin référent protection de l'enfance, ça peut paraître un peu pompeux comme titre. En fait, sous le terme de référent, il faut surtout entendre le mot relais. L'idée, c'est d'être l'interlocuteur privilégié des professionnels de santé dès lors qu'ils sont face à une situation de doute ou d'enfance en danger, de protection de l'enfance. Et puis toujours le 119, qui est toujours disponible nuit et jour, 7 jours sur 7. Donc alors, la fameuse épineuse du secret, dire ou ne pas dire, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir de la confusion. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de patchwork de règles. Il y a les règles du code pénal, du code de santé publique, le code de l'action sociale et des familles, le code de déontologie médicale, les lois de protection de l'enfance. Et puis j'ai dit que je parlais d'actualité. Il y a le rapport de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Il y a les postures de l'ordre national des médecins face à des sanctions ordinales, et puis il y a les décisions récentes du Conseil d'État. Tout ça pour dire que il peut y avoir de la confusion. Pour autant, les situations d'enfance en danger sont des exceptions au secret médical, au secret professionnel, qui, je le rappelle, en fait, sont là surtout pour protéger l'enfant ou l'usager. Donc, est-ce que la bonne question, c'est dire ou ne pas dire, ou plutôt comment dire ? L'enjeu, c'est de transmettre la bonne information à la bonne autorité avec le bon contenu. Et cet arbre décisionnel, donc, qui avait été élaboré pour l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, reste d'actualité. Et d'ailleurs, il va être repris par l'Ordre national des médecins dans le cadre de sa commission violence, vigilance, sécurité. Donc, d'un côté, les situations de danger, risque de danger,
parents non protecteurs. Parents non protecteurs, ça ne veut pas dire, c'est pas un jugement de valeur. Des parents non protecteurs, ce sont des parents qui ne répondent pas aux besoins de l'enfant. Eh bien, on transmet une information préoccupante à l'autorité administrative en l'adressant donc à la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Dans les situations d'urgence, d'extrême gravité, de nécessité de protection immédiate, de nécessité d'enquête pénale, on transmet un signalement à l'autorité judiciaire et donc au procureur de la République, tribunal judiciaire de Marseille, d'Aix ou de Tarascon, en fonction du lieu de domicile des parents. Et on met toujours la CRIP en copie dans le département. Alors, évidemment, on peut aussi contacter le 119. Le 119, c'est la plateforme nationale, elle reçoit tout et puis après elle redispatche dans les départements. Une fois que l'IP est qualifié à la CRIP, la situation de danger va être évaluée par la MDS du territoire du domicile des parents. Il s'agira d'infirmer ou de confirmer cette situation de danger dans le cadre d'une évaluation médico-psychosociale. À ce titre-là, vous pouvez être sollicité pour partager votre regard si vous suivez l'enfant concerné. L'idée, c'est d'éclairer cette évaluation pour qu'elle soit adaptée, ajustée, appropriée. Le partage d'informations dans ce champ-là est possible. Lorsqu'il y a un signalement pour violence, pour maltraitance, l'enfant peut bénéficier d'un examen médico-légal. Cet examen, il peut être réalisé sous réquisition à l'hôpital, il peut être réalisé à l'UMJ, à l'UML, et il pourra être désormais réalisé à l'UAPED, donc le futur dispositif qui ouvrira ses portes très prochainement, début septembre probablement, à l'hôpital de la Timone. Alors l'UAPED, unité d'accueil pédiatrique enfants sans danger. Ça vient du pacte pour l'enfance d'Adrien Taquet, le plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Et l'idée, c'est de déployer sur tout le territoire une UAPED au moins par département. Donc, il existe des UAPED. Déjà, je ne sais pas si Madame la procureure est toujours là, elle pourra nous éclairer parce qu'elle en a l'expérience. L'idée, c'est de créer un parcours médico-judiciaire protégé et de permettre, dans une unité de temps et de lieu, à l'enfant qui a été victime de violence, de maltraitance, d'être à la fois auditionné par la police ou la gendarmerie avec une salle d'audition dédiée, d'être examiné par un médecin légiste, d'être soigné. Ce sera donc une équipe plurielle qui associe des compétences plurielles, pédiatriques, pédopsychiatriques, médecine légale. Il y aura également une assistante sociale, des puéricultrices, un secrétariat, etc. C'est un projet qui se mène en partenariat avec le ministère de la Justice, de la Santé, des Solidarités et de l'Intérieur. Et l'idée vraiment, c'est de mettre à l'abri l'enfant et de répondre à ses besoins dans des situations de vulnérabilité et de ne pas ajouter de traumatisme supplémentaire, en fait, en le déplaçant d'un endroit à l'autre. Donc cette équipe, elle sera dirigée par le docteur Bosdur. Claude Le Borionne fera partie également de cette équipe. Elles pourront, je ne sais pas si Madame la procureure est là, elles pourront en dire deux mots tout à l'heure. Alors, adossé à cette UAPED, il y aura également une équipe pédiatrique régionale référente enfants sans danger. Et l'idée, ce serait qu'elle ait 3 missions, une mission de recours et d'expertise, d'animation d'un réseau régional de toutes ces UAPED de la région et une mission de recherche-enseignement avec la création d'un DU. À court terme, donc, c'est l'UAPED à la Timone. À moyen terme, il devrait y avoir une UAPED également sur l'hôpital d'Aix. Donc on a besoin de cette expertise, de cette équipe ressources supplémentaire. Pourquoi ? Parce que ça concerne de nombreux enfants, en fait, l'enfance en danger. Ça, c'est l'évolution de la CRIP ces 5 dernières années, où les informations entrantes représentaient à peu près entre 4 000 et 5 000 informations par an. Et en fait, il y a eu un bond de plus de 20% l'année dernière, avec plus de 6 000 informations entrantes, qui concernent en fait beaucoup plus d'enfants. Et c'est parce que, en fait, on a besoin le volume d'enfants concernés est conséquent et que surtout on connaît le devenir à long terme des maltraitances subies pendant l'enfance, l'impact neurodéveloppemental. En fait, la maltraitance, on connaît les effets de la maltraitance et ils dépendent à la fois de la dose infligée, de la quantité, de la durée
de temps, mais aussi le devenir, il dépend de la qualité des soins qui sont entrepris. Et à ce titre, je vais vous faire partager quelques dispositifs dans le département qui visent à améliorer ou mieux prendre en charge ces enfants maltraités. Alors tout d'abord, le dispositif Pégase, qui est une expérimentation, un projet de santé publique auquel participe la pouponnière des Bouches-du-Rhône. Et en fait, l'idée, il y a 15 pouponnières en France qui participent, la pouponnière des Bouches-du-Rhône donc en fait partie. Et l'enjeu, c'est sur le modèle de suivi des anciens prématurés, mettre en place un parcours de soins coordonnés des enfants confiés dès le plus jeune âge à la protection de l'enfance et de bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie. Donc l'État reconnaît ce besoin. Il y a un forfait annuel. Donc l'idée, c'est de suivre, de repérer, de soigner et de prendre en charge les soins non remboursés pour améliorer le devenir de ces enfants. C'est également l'équipe mobile intersectorielle pour enfants confiés, portée par le docteur Guy Varche, donc APHM en partenariat avec Valvert, où l'idée c'est d'aller vers les enfants confiés qui sont dans des foyers ou dans des familles d'accueil et d'apporter des soins pédopsychiatriques à ces enfants et d'accompagner également les accompagnants, les aidants, les éducateurs. Parce que les situations d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance sont souvent très très complexes et que les prises en charge peuvent parfois être cloisonnées. L'idée, c'est aussi de créer un espace pour la complexité et on a mis en place un dispositif de RCP sur le modèle de la HAS pour les enfants qui sont confiés à la protection de l'enfance et qui bénéficient de soins à l'hôpital. Et c'est un dispositif qui est mené en partenariat avec la PHM, le département donc et l'espace éthique, parce qu'on analyse aussi les enjeux à la lumière des principes éthiques et des problématiques éthiques. Et enfin, c'est aussi ce protocole de prise en charge des enfants mineurs lors d'un féminicide ou d'un homicide au sein du couple qui est en cours d'élaboration dans le département. Et là, l'idée, c'est sur le modèle de ce qui se fait en Seine-Saint-Denis, c'est d'hospitaliser, de mettre à l'abri l'enfant qui a assisté au meurtre d'un de ses parents. Le mettre à l'abri, faire en sorte qu'il soit auditionné aussi sur place, probablement à l'UAPN, ce sera sur place, qu'il puisse être préservé, qu'il y ait un référent, qu'il bénéficie de soins, qu'il soit informé. Et pendant ce temps, en fait, il y aura une enquête, une évaluation sociale pour essayer de voir où pourra aller l'enfant à l'issue de cette hospitalisation. Donc, il est temps de conclure. Je conclurai sur la notion de responsabilité. Le principe responsabilité, c'est quoi? C'est rendre compte parce que quelqu'un compte sur vous. Donc, on a le devoir de protéger. Et en fait, ce qu'on peut envisager, c'est entendre la protection comme un soin, un soutien, un secours. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup Marie-Ange. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 3 fois que vous intervenez, mais j'ai presque envie de dire c'est à cause de vous. Parce qu'on s'était rencontrés en 2015 avec Marie-Ange, quand elle venait de prendre son poste de médecin référent de protection de l'enfance, et elle avait fait le constat qui était de dire que seuls 5% des signalements qui arrivaient à la CRIP étaient des signalements qui émanaient de médecins, et 1% de médecins libéraux. Donc, comme disait Christophe Bartoli, on a une marge de manœuvre, on a une marge de progression. Oui, Marie-Ange, je vous donne le micro, pas tant pour la salle, mais aussi pour ceux qui nous écoutent à distance. Oui, merci. Et en fait, donc c'était en 2016, lors de c'est la loi qui prévoit en fait ces postes de médecins référents protection de l'enfance. Et en fait, tout ce travail de sensibilisation qui est réalisé depuis a permis de faire passer ce taux. Donc au niveau national, il est de 5%, mais dans les Bouches-du-Rhône, l'année dernière, il était à près de 10%. Donc on progresse. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Bretel, si vous voulez bien nous présenter la Maison des femmes Marseille-Provence. Je pense que ce micro fonctionne. Je vous le laisse. Merci beaucoup. Merci. À mon tour de présenter, je vais essayer de réussir à le faire marcher, de présenter donc la Maison des femmes et après les présentations qui ont été faites, comment cette Maison des femmes s'insère dans tout ce qui est fait sur le territoire. Donc peut-être qu'en introduction, je peux dire c'est que la Maison des femmes, c'est un
un des éléments, un outil en fait qui est à votre disposition pour prendre en charge ces femmes supplémentaires et complémentaires. C'est comme ça qu'on l'a construite. Je vais vous expliquer voilà, ce qu'on y fait, comment on le fait. Juste avant, je voulais dire qu'il y a une partie de l'équipe qui est là. Je suis peut-être pas très envie, mais donc il y a Estelle Charles qui est la secrétaire. C'est hyper important le secrétariat et l'accueil. Je crois que j'ai vu Hélène aussi. Voilà. Dr Ekenroth, qui est responsable du parcours femmes enceintes vulnérables et qui est actuellement quasiment à 50% pour que le projet monte en charge et en puissance. Et je crois que c'est tout. Après, l'autre, il y a peut-être une partie de l'équipe qui est en distanciel. Donc ce projet, pourquoi ? Parce qu'on est une grosse ville, parce qu'il y avait un besoin, parce que nous, les professionnels, on était un peu dépourvus de savoir où adresser ces patientes et qu'il y avait la nécessité d'avoir un lieu ressource pour accueillir supplémentaire, complémentaire, pour accueillir ces femmes, prévenir, soigner, porter assistance. L'idée des maisons des femmes en France, parce qu'on n'est pas la seule, on était la deuxième, maintenant il y en a d'autres, c'était en fait d'avoir un guichet unique pour coordonner la prise en charge de ces femmes avec une prise en charge comme on sait qu'elle doit être, médicale, parce que c'est notre cœur de métier. Hein, on était des médecins et des sages-femmes à porter ce projet au départ, avec une prise en charge psychologique, sociale et juridique. Et de faire ça au cœur de l'assistance publique. On a tenu et on s'est battu avec l'ancienne direction de l'assistance publique qui n'était pas trop chaude, comme dirait mon fils, pour accueillir ce projet sur les années précédentes. Et puis le nouveau directeur nous a vraiment poussé et on a eu de la chance. Donc il y a 4 parcours au sein de la Maison des Femmes, en partant du soin, notre cœur de métier. Donc le premier, c'est la prise en charge des femmes victimes de violences, donc une prise en charge de tout type de victimes de violences. On a dit qu'on s'adapterait en fonction de la file active, en fonction du nombre de patientes. Donc on ne prend pas en charge uniquement les violences intrafamiliales, mais tout type de violences, en particulier sexistes et sexuelles, avec un suivi coordonné, une prise en charge psychologique, sociale, juridique, une aide à la reconstruction. Donc les particularités des maisons des femmes, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des ateliers de travail sur l'estime de soi, donc des ateliers qui sont sous différentes modalités, qu'on est en train de construire. Je vous montrerai des locaux, on est dans des locaux tout petits. Donc pour l'instant, on construit en allant piquer des salles à droite, à gauche à la conception, mais on va avoir des locaux beaucoup plus grands après. Le deuxième parcours, donc ce premier parcours, c'est Hélène Ekenroth, qui est praticienne hospitalière à la conception, qui le coordonne. Deuxième parcours, le parcours de femmes victimes de mutilation sexuelle. C'est le docteur Emmanuel Cohen-Solal qui s'en occupe, avec une prise en charge globale également. Un parcours personnalisé sur les femmes femmes enceintes victimes de violences, puisque un tiers des violences surviennent dans le parcours obstétrical, lorsqu'il y a une grossesse. C'est pour ça que nous, on est gynécologues obstétriciens et qu'on a pris cette problématique à bras-le-corps, comme Vanina Charer et comme Hélène Ekenroth. Et le quatrième parcours, qui est peut-être le plus important, il est coordonné par Sophie Tardieu, qui est Santé Pub. C'est un parcours prévention, promotion, éducation à la santé. Et ce parcours, il est majeur, donc c'est un peu le parcours pour l'UAPED de coordination, d'action, d'animation territoriale, etc. On essaie de faire des liens, travailler avec les associations, etc., de construire des programmes de prévention et de formation. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, mais vous avez un aperçu de la manière dont on gère et vous voyez que c'est complexe. Donc le mode d'entrée dans la maison des femmes, il peut être variable et je vous donnerai, ça sera plus parlant, des chiffres d'activité pour vous montrer en fait quelles sont les patientes qu'on a vues puisqu'on a ouvert début janvier et donc on peut vous dire quels sont les types de patientes qu'on a reçues. Les maisons des femmes, comment c'est financé ? C'est ça qui est un peu, je dirais, rigolo entre guillemets et qui n'était pas notre cœur de métier au départ, c'est que c'est des financements qui sont mixtes. Donc en fait, c'est un tiers à l'activité, un tiers de subventions publiques et un tiers de subventions privées. Donc un tiers d'activité, notre directeur il nous a regardé en disant de toute façon, vous allez être déficitaire, je ne m'en occupe pas de ça. Un tiers de subventions privées, le regard que les gens ont eu quand on a porté ce projet a changé quand on est arrivé avec les 150 000 € que Rada Hatem, donc Rada Hatem, c'est celle qui a construit la première maison des femmes à Saint-Denis et qui a fait un appel à citoyens en fait, pour collecter des dons pour la maison des femmes de Marseille. Et en fait, le message, c'était pour 1 €, on n'a rien, mais pour 1 €, je construis une maison des femmes à Marseille. Et en fait, en 2 mois, elle a collecté 150 000 €, c'était son objectif, qu'elle nous a donné. Et après, quand on est allé voir le directeur général, le directeur de l'ARS, tout le monde, en disant, voilà, nous, on a 150 000 €, maintenant, qu'est-ce que vous apportez ? Ça a tout changé.
Et donc, du coup, après, on a eu des financements publics, on a eu de la chance. Il y a beaucoup de maisons des femmes de projets qui sont en cours, qui ont bénéficié de gros financements, mais on a été particulièrement bien dotés à Marseille. Et puis, un tiers de subventions privées, où là, il faut aller voir les gens, voir les mécènes, les sociétés, en leur disant, voilà, nous, on construit ça, est-ce que ça vous intéresserait pas d'être partenaire, de participer, etc. Et donc, le gros du travail, bon, c'est Sophie Tharieux qui s'en occupe beaucoup, Hélène aussi, et ben, c'est 50 millions de réunions, des discussions, etc. Et on arrive à collecter vraiment pas mal d'argent pour construire le projet. Sachant que tout le monde nous dit, vous êtes gentil avec ça, mais c'est pas pérenne. Saint-Denis, c'est pas pérenne depuis 2016 sur ce modèle-là. Voilà. Alors les partenaires, je ne vais pas trop alourdir la présentation, mais il y a beaucoup de partenaires ici, des partenaires hospitaliers. On a parlé de l'UAPED, évidemment, dès le début, dès l'ouverture, je crois que c'est la 2e ou 3e patiente, on avait identifié les liens qu'on aurait avec la pédiatrie, avec l'UAPED. On avait contacté l'équipe de Brigitte Chabrol en amont. Et évidemment, la première semaine, on a fait un lien avec une patiente qui avait des enfants et on a eu une prise en charge commune. Donc vous avez tous les services. On a fait aussi beaucoup de travail avec les partenaires de ville, on a établi des conventions et puis on a rencontré tous les partenaires institutionnels où on a établi aussi des conventions. Le but aussi, c'était pas de bloquer le système parce que comme on venait en fait en renfort et en complément, on voulait pas que les gens se disent voilà, là, l'équipe de femmes, ils viennent et ils vont tout révolutionner alors qu'il y avait des gens qui étaient sur la place depuis longtemps. Je vois qu'il y a SOS Femmes là. Moi, si j'avais été à leur place, moi, j'ai un très mauvais caractère, je me serais dit mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous, ça fait longtemps qu'on fait ça sur le terrain, on n'a pas besoin d'eux. Bon, sauf que c'est des gens qui ont bon caractère, qui sont intelligents et qui tout le monde nous a accueillis à bras ouverts parce que je pense qu'il y avait un vrai besoin. Donc les partenaires, vous voyez, il y a Solidarité Femmes 13 qui est en premier, la VAD, enfin, tous les gens qu'on a cités, toutes les associations qui ont été citées depuis le début de la soirée sont partenaires et travaillent avec nous. Vous avez un encart aussi sur les partenaires privés qui nous ont donné beaucoup d'argent déjà, Kering étant notre principal partenaire avec lequel on a une convention et qui vont nous financer sur plusieurs années. Alors par contre, comme c'est Hélène qui est la secrétaire, elle est obligée de rendre compte de ce qu'on fait évidemment avec cet argent-là et évidemment tous les jours on a des nouvelles propositions. Donc Hélène, c'est le garant de l'argent de l'association. Et puis on a des bénévoles, plein de bénévoles qui sont en fait gérés par une cadre administratif de l'AP qui coordonne tout ça et qui essaye de potentialiser les gens en les regroupant et en se servant des compétences. Donc on fait partie du collectif Restart. Le collectif Restart, c'est un collectif dont les missions sont de soigner et partager autour de la création de ces maisons des femmes qui a été créée par Rada Hatem avec donc plusieurs membres, donc 9 maisons opérationnelles qui travaillent différemment. On a tous des modes de fonctionnement un peu particuliers et des projets qui sont soutenus avec un partage donc, des documents qui nous servent à monter les projets. Et donc, en particulier, Rada Hatem, elle nous a donné absolument tout ce qu'elle avait comme projet, comme convention, etc. Et ça nous a beaucoup aidé. Donc les missions du collectif Restart, c'est de mutualiser les compétences, de partager les données. Et j'espère, moi, qu'on aura un moment, un dossier partagé, caché quelque part. Je fais le lien avec Vanina. Nous, on a un dossier un peu caché, mais aussi pour qu'on puisse travailler sur l'évaluation de ces maisons des femmes et ces dispositifs. Est-ce qu'on est vraiment pertinent? Est-ce qu'on est vraiment complémentaire? Est-ce qu'on n'est pas redondant? Est-ce qu'il n'y a pas un nomadisme de ces femmes autour de ces structures? Enfin, tout ça, c'est à voir. Voilà, donc là, vous avez les actions du collectif Restart. Nous, on a eu, grâce à ce collectif, notre petit logo qu'on adore. Et concernant le parcours 4, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on fait, mais on participe à beaucoup d'actions dans le cadre de la formation initiale, puisque bon, moi étant à la fac, forcément, j'ai inséré, comme c'est recommandé, c'est de la formation sur le dépistage et l'identification des violences dans le parcours des étudiants auxquels je donne cours, donc les étudiants en santé, les sages-femmes, etc. Et puis on a créé des choses, donc on a créé des journées certifiantes 2 fois par an autour de la Maison des Femmes, l'idée étant de créer un socle commun de connaissances
sur lequel on va gagner de l'expertise et monter en compétences. Et puis, on a des projets de recherche. Et en particulier, on est en attente de savoir si on va être accepté pour un certificat d'études universitaires d'éducation par les pairs. Donc, l'idée, c'est de repérer des femmes victimes de violences qui auraient fait un parcours au sein de la Maison des femmes et qui auraient le souhait, parce qu'elles ont entre guillemets, une compétence et une connaissance intéressante, et donc de les faire monter en compétences entre guillemets pédagogiques pour aller donner la bonne nouvelle à des groupes. Donc nous, on pensait des groupes aussi mixtes, pas uniquement des groupes de femmes, des enfants, etc., au sein de leur communauté ou au sein de leur lieu de vie. Voilà, donc c'est ça le projet. Donc on a demandé un financement, on a demandé l'autorisation pédagogique à Aix-Marseille Université. Et on a demandé un financement à l'ARS, parce que ça correspond à un appel d'offres. Voilà. Ça, c'est dans les projets un peu innovants. Alors, où est-ce qu'on en est en juin 2022 ? On a ouvert les locaux début janvier. On consulte avec ou sans rendez-vous. On est dans des locaux temporaires, dans les sous-sols de la Conception. C'est tout ce qu'on a trouvé, mais on a pris, c'est-à-dire après avoir un peu cherché où on pourrait atterrir, on s'est dit on prend. Hein, la directrice nous a donné ça. C'est pas génial, mais bon, c'est ce qu'on a. Avec un accueil inconditionnel des femmes. Alors, on ne fait pas d'hébergement, je précise, on ne fait pas d'hébergement. On vient en relais de ce qui a été mis en place, la plateforme. Vous avez certainement entendu parler du dispositif de plateforme de prise en charge des femmes de victimes de violences conjugales aux urgences de la Timone, qui est déployée maintenant à la Conception. Et nous, on vient en relais de ça. Des femmes majeures, donc plus ou moins, et sinon on fait le lien avec les équipes de l'UAPED, donc ouverte la journée, vous avez le numéro de téléphone et vous avez le mail. Donc les locaux, c'est locaux temporaires. À terme, donc on nous a donné cette maison qui est une maison qui est rue Saint-Pierre, donc derrière la Conception, qui est une maison de 400 mètres carrés. On nous l'a donnée, non, on a une convention de mise à disposition. Dans lesquels, en fait, c'est nous qui allons chercher les sous pour faire les travaux. Bon, donc on a presque ce qu'il faut, sauf que les travaux, c'est l'assistance publique, donc en fait, c'est plus 20, plus 50%. Donc au départ, c'était 200 000 euros, maintenant c'est 600 000, il y a de l'amiante et tout. Mais c'est pas grave, au fur et à mesure, à chaque fois, on arrive à récupérer les sous. Donc voilà, et donc on y sera en 2023. C'est 400 mètres carrés. Donc là, vous avez quelques clichés de la Maison des femmes actuelle, qui est donc dans un milieu hostile, au sous-sol de la Conception, mais quand on passe la porte, c'est un milieu qui a les caractéristiques qu'on voulait qu'il est, c'est-à-dire que c'est accueillant, c'est décoré, l'équipe l'a décoré, voilà, ça reste un lieu d'accueil et qui est défini comme on le souhaite. Donc merci à Vanina d'avoir montré notre belle photo avec l'équipe projet. Donc l'équipe projet, c'est qui ? C'est nous 5, on est allé sonner à toutes les portes, on s'est démené dans tous les sens. J'ai pas cité Françoise Seri, qui est une sage-femme coordinatrice de la Conception, qui est proactive et qui continue à être proactive sur ce projet, et Anaïs Nuttall, qui est gynéco-med. Nul n'est parfait, hein, je dis ça parce qu'elle n'est pas gynéco-ops, mais j'ai essayé de la faire changer de spécialité, elle n'a jamais voulu, qui aura un poste mi-temps à la Maison des femmes quand on aura fini son cursus. Pour l'instant, elle est docteur junior, donc elle nous a aidé à construire le projet, et elle est allée co-chercher le financement de son poste. Et puis après, vous avez l'équipe, donc la cadre administratif, Mathilde, l'assistance sociale, Estelle qui est là, et très important, il y en a 2 sages-femmes, donc qui sont Lénaïque Serrazin, qu'on a piqué, qui bossait à Aubagne et qui a abandonné, on l'a piqué, mais elle est venue volontairement pour travailler sur cette question pour laquelle elle était particulièrement bien formée, et Sandy Sportiche, qui est hospitalière, qui travaille avec nous, et Sophie Psalti, qui est psychologue. Donc je ne vais pas énumérer tous les gens qui travaillent, je vous laisserai à disposition avec nous, parce qu'on est quand même nombreux. Voilà, et après l'équipe, donc qui sont des gens de l'assistance publique qui se mobilisent déjà pour faire tourner la Maison des femmes actuellement, donc des gynécomèdes, les sages-femmes, la psychologue. On a recruté notre 2e psychologue. Et l'équipe de psychiatrie, très importante, parce qu'en fait, les ressources en psychiatrie, c'est souvent ce qu'on nous a dit, vous, c'est bien la Maison des femmes, mais ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez des psychologues et des psychiatres, parce que c'est une ressource qui manque. Donc oui, on a le docteur Belzo et Elsa Moreau qui sont très investis, et 2 psychologues. On a une marraine aussi, donc notre marraine, c'est Clara Luciani. Donc à chaque fois qu'on parle de la Maison des femmes, on me dit mais oui, mais est-ce que vous pouvez venir avec votre marraine ? Alors bon, le problème c'est que la marraine, elle fait des concerts, elle chante et tout, et elle nous fait de la pub, mais elle peut pas tout le temps venir. Donc là aujourd'hui, elle s'excuse, elle n'a pas pu venir. Mais
Voilà. Donc après, dans l'activité, on a des staffs d'organisation, des staffs dossiers, etc. Donc après, c'est la culture qu'on avait. Mais moi, je tenais beaucoup à ce qu'on reprenne les dossiers puis qu'on regarde, bon voilà, cette patiente, elle est venue, c'était quoi sa problématique. On a standardisé le premier entretien parce que nous, c'est un nouveau métier. Hein. Moi, j'avais jamais travaillé sur les violences de manière concrète. Vanina a l'expérience depuis des années, mais nous, on a démarré. Donc on s'est fait une fiche en fait pour récupérer les éléments importants pour pouvoir transmettre et organiser le parcours. Donc ensuite, on va continuer à chercher des financements. On a toute cette animation territoriale qui est très importante avec les formations certifiantes. Et alors voilà l'activité, c'est depuis début janvier. Donc en fait, on a 100 femmes qui ont consulté, qui ont poussé la porte de la Maison des Femmes depuis le départ. 100 femmes, et c'est là que c'est important, parce qu'en fait, je n'ai pas le chiffre, je ne sais pas Estelle si vous l'avez, mais en fait, ce qui est important, c'est les 100 femmes qui passent, mais en fait, c'est au moins le double ou le triple d'appels et de femmes qui prennent rendez-vous et qui ne viennent pas. Donc en fait, 100 femmes, on divise par 6 mois, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils ont bu le café dans leur petit sous-sol, là, bien tranquille, mais pas du tout, en fait. Parce que les patientes, en fait, il y en a beaucoup qui ne viennent pas, et puis il y en a beaucoup qui appellent et qui ne donnent pas suite. Donc ça, c'est très important. Et en fait, on a, nous, le souhait de travailler là-dessus. Donc 20 pays de naissance différentes, des patientes âgées de 16 à 78 ans, des profils socio-économiques très divers. Nous, on militait en disant, nous, on veut que ça soit ouvert aux femmes du 7e et du 8e, mais aussi aux patientes des quartiers nord. Et on n'a pas voulu s'installer dans les quartiers nord parce qu'on voulait être central. Je pense qu'on a bien fait. Et donc, la première semaine, on a eu des patientes précaires et on a eu une avocate niçoise. Voilà. Donc, on a fait 3 signalements. Donc, voilà sur les consultations. Donc, chaque patiente vient plusieurs fois. 37% de consultations non honorées, c'est comme à Saint-Denis. Hein. Et puis l'adressage, la PHM, les urgences, les consultations, la psychiatrie, les associations. Voilà. Alors, autre question pratique, comment adresser à la Maison des Femmes? Soit très simplement en nous téléphonant. Donc là, vous tombez sur Estelle. Et bientôt, elle aura du renfort parce que déjà, elle est au bout de sa vie. Non, ça va, elle tient le coup. Ouais. Non, mais on va avoir du renfort. On va probablement servir des bénévoles aussi pour aider dans l'accueil. L'adresse mail et vous avez une fiche de transmission des informations qu'on a fait, fiche d'adressage. Donc nous aussi, comme le Conseil de l'Ordre, on a fait une fiche à remplir, ce qui nous permet de optimiser la venue des femmes, parce qu'en fait l'idée c'est de les capter et donc d'organiser, d'essayer de répondre aux besoins ou aux besoins du professionnel qui va l'adresser pour organiser ces rendez-vous. Voilà, donc là ici vous avez les flyers qui sont qu'on peut vous envoyer, qui sont en cours d'édition. Voilà, pour les patientes, avec les parcours de soins. Le violentomètre que j'adore également. Donc moi, l'équipe a refusé, parce que je voulais au départ que chaque patiente qui pousse la porte fasse un auto-test. Et puis qu'on mette ça, et puis qu'on regarde ce qu'on en fait, et qu'on voit que ça nous serve dans l'évaluation. Bon, l'équipe n'a pas adhéré, mais je n'ai pas perdu espoir de revenir avec mon violentomètre. Voilà, donc c'est très intéressant et ça permet un peu de savoir où elle en est et ça permet aussi de peut-être initier la conversation. Et voilà, ma dernière diapo avec de nouveau les liens de la Maison des Femmes. Donc, un grand merci de m'avoir permis de présenter au nom de l'équipe projet la Maison des Femmes. Excellent, merci beaucoup. C'est un joli panorama que vous nous avez dressé là, qui met également en exergue la complexité des relais, des réseaux et des personnes à contacter. Je suis médecin, qui j'appelle, vers qui je me tourne, et vous avez en quelques diapositives brossé la complexité des acteurs qui, ne serait-ce qu'au niveau du département des Bouches-du-Rhône, œuvrent dans la protection des femmes, des hommes et des enfants. Je laisse la parole en dernier à Arnaud. Alors c'est pas le plus facile, Arnaud, parce que du coup on a pris un petit peu de retard, mais tu vas être passionnant comme d'habitude. Je te laisse la parole. Je vais même juste introduire les prochains jeudis de l'ordre, comme ça après on passe directement aux questions-réponses. On ne fait rien cet été, on ne fait pas de jeudi de l'ordre cet été, ça suffit. On fera un prochain jeudi de l'ordre le 8 septembre avec le château en santé.
Le Château en Santé, c'est une équipe formidable qui se trouve en plein milieu de la cité Calisté, où là aussi on parle de santé communautaire. Et là, croyez-moi que Eric le connaît très bien de l'association Solidarité Femmes 13. Il travaille au quotidien avec l'équipe du Château en Santé. Le 13 octobre, on va avoir Stéphanie Ranck-Garnier qui nous parle du sport sur ordonnance. Alors elle fait ses consultations dans les couloirs avec ses patients parce qu'elle dit qu'il faut marcher tout le temps et se lever au moins toutes les demi-heures. Et le dépistage auditif le 17 novembre et le professeur Michel Habib sur les recommandations de Michel Blanc-Pardigon qui viendra nous parler des troubles du neurodéveloppement au mois de décembre prochain. Arnaud, je te laisse la parole. Merci Simon, merci à tous. Je serai bref. Et on va conclure sur cet outil qu'on développe au Conseil de l'Ordre afin justement de répondre à ces problématiques. Et vous avez tous entendu la procureure sur le formalisme juridique. Je remercie Florence Bretel pour sa fiche d'information à transmettre par mail avec le nom de la patiente. C'est une très bonne idée, mais les problématiques juridiques et déontologiques doivent être adressées pour des sujets comme ça. Et c'est pour ça qu'on a voulu développer cet outil. Il y avait, depuis la présidence de Marie-Dominique Métra, on a essayé d'initier une dynamique digitale au sein du Conseil de l'Ordre pour plusieurs raisons. Déjà, se rapprocher un peu des médecins les plus jeunes et d'essayer d'utiliser des outils digitaux à la fois pour aider les médecins, mais aussi d'adresser les problématiques déontologiques de la communication médicale. Mais on ne parlera pas de ça ce soir, mais on a fait quelques petites choses et ça nous est tombé dessus au moment du confinement. Et on avait développé cet outil GoMasque qui servait aux médecins à récupérer leur masque. Alors j'en parle pourquoi ici, juste pour vous dire qu'il y avait une dynamique digitale qui nous est tombée dessus. On a répondu à la demande, mais c'est un exemple de collaboration avec les différents ordres. Et sans doute que ce projet de signalement des violences va devoir s'appuyer sur des différents ordres pour que tous les professionnels de santé puissent se coordonner sur des signalements efficaces. Ensuite, on s'est intéressé aussi aux remplacements médicaux et on a développé un outil pour adresser la problématique de remplacement. Et dans nos communications est apparue la problématique des signalements. Et on ne pouvait pas adresser le signalement des violences avec un simple fichier PDF à transmettre par mail à un procureur dont on avait oublié l'adresse tellement elle était compliquée, et donc il n'était pas concevable de ne pas adresser la problématique des violences, moins qu'un remplacement médical ou un support de masque de protection. Et donc ce projet Alerte Vive pour violences intrafamiliales est né. Je vais aller assez vite. Le but, c'était vraiment de pouvoir proposer aux médecins un outil d'information, s'informer sur les problématiques, vous avez vu qu'elles sont parfois complexes et multiples, de proposer un outil d'évaluation précis du danger de l'emprise, puisque le couple danger-emprise est nécessaire pour pouvoir faire un signalement en bonne et due forme, de protéger bien sûr les victimes et de les aider, et de signaler de manière appropriée. Ce n'est pas si complexe, mais en fonction du lieu des faits, le procureur n'est pas le même. Donc si on se trompe, le signalement est caduc, vice de forme, ça se casse la figure, la victime n'est pas protégée, le médecin est attaqué et donc condamné. Donc la protection des médecins était le dernier objectif. Je ne reviendrai pas sur les chiffres, hein, vous les avez tous eus et je passerai plus vite. Donc il y a un formalisme juridique, il y a tous ces points-là qui doivent être respectés pour signaler. Encore une fois, le couple danger et emprise. Il y a une compétence territoriale, donc le procureur c'est le bon et c'est pas l'autre. Il faut renseigner la personne de confiance qui va être un aidant autour de la personne victime pour pouvoir les aider. Bien sûr, le couple danger et emprise qui nous permet de lever la dérogation au secret médical, d'introduire la notion de couple et de renseigner des faits médicaux constatés, des faits allégués. Donc tout ceci, et elle a insisté, notre procureur, sur le côté lisible. Tous ces points-là étaient éminemment intéressants sur le versant digital. Ça correspond bien à des problématiques ordinales, avec bien sûr l'intervention du médecin pour protéger les personnes qui sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Et on informera les patients des décisions envisagées, de leurs raisons, de leurs conséquences. Et ça correspond bien au signalement, puisqu'on peut signaler sans l'accord de la patiente. On lui informera qu'on va le faire, si on a le temps de la rattraper avant la salle d'attente. Mais c'est une problématique qui est complètement déontologique. Ce projet, il suit la signature par Marie-Dominique Métra en février 2021, après des groupes de travail dont je ne reviendrai pas dessus. Et il a abouti à avoir un fichier Word ou PDF qui a été communiqué par mail aux différents médecins du département et qui reprend l'ensemble de ces items-là, et ensuite les parquets compétents, les numéros utiles, donc une espèce d'annuaire, et ensuite le formulaire de renseignement que vous allez remplir et envoyer par mail au bon procureur. Tout ceci, c'est plus facile à le digitaliser et c'est ce qu'on a voulu faire.
donc un outil d'information, avoir des coordonnées des partenaires, et dont la Maison de la Femme ou les autres associations, pour aider le médecin à accompagner les victimes, les critères d'évaluation du danger de l'emprise, les points de vigilance à avoir en tête lors des consultations, les questions à poser à la victime, et bien sûr, effectuer un signalement en bonne et due forme au bon procureur. Donc l'outil, il sera sécurisé, donc il est déjà en finalisation, avec l'utilisation de la carte ICPS si vous voulez, mais sinon un processus de signalement, de sécurisation de connexion absolument habituel. Un tableau de bord récapitulatif, donc le médecin aura sur son tableau de bord l'ensemble des signalements qu'il a pu faire, s'il en a fait beaucoup, on espère le moins possible, mais bien sûr les procédures d'évaluation, les droits des médecins, les notes d'information. Donc ça, c'est un tableau de bord qui sera commun à tout le monde. Et ensuite, donc, les différents menus, on les a ici. Le signalement proprement dit, l'évaluation du danger de l'emprise, les ressources d'informations qu'on peut avoir, dont on va avoir besoin, et l'annuaire dans lequel nous retrouverons l'ensemble des partenaires. Donc je vais aller assez vite dessus. Ça, c'est l'outil de ressources et d'informations avec voilà, différents items d'informations qui vont être mis en place par le groupe de travail violence du Conseil de l'Ordre avec le soutien des associations afin de pouvoir avoir l'ensemble des ressources possibles. Un annuaire, où vous allez pouvoir filtrer dans l'annuaire l'ensemble des ressources, tribunaux, CRIP, les centres d'accueil, les associations, les centres d'hébergement. Et ensuite, on espère pouvoir développer en interne, puisque nous avons la chance d'avoir Evan Toulek avec nous, un développeur en interne au Conseil de l'Ordre, une carte dynamique qui va être sur le modèle du site déclicviolence.fr, qui est extrêmement bien fait, pouvoir récupérer rapidement l'ensemble des ressources d'annuaire et des contacts utiles pour prendre en charge les personnes. Et on rentre dans l'évaluation du danger et de l'emprise avec les questions auxquelles vous allez pouvoir répondre, qui vont pouvoir vous valider votre procédure de signalement et vous aider à avoir l'ensemble des questions utiles et nécessaires à la procédure. Et ensuite, on va renseigner le médecin et on va suivre pas à pas l'ensemble des items et pouvoir créer un signalement en adressant les trois parties, la violence conjugale, la violence sur personnes vulnérables et l'enfance en danger. Et dans chaque parcours, il est individualisé en fonction des besoins. Donc le médecin, ensuite le signalement avec le renseignement sur la victime et sur les faits. Et on va pouvoir digitaliser et automatiser quelque chose d'important. Déjà le lieu des faits, pour ne pas se tromper, parce que le lieu des faits va correspondre à l'adressage au tribunal compétent. Et ceci conditionne l'adressage. Et un deuxième point important qui va être, je ne l'ai pas affiché, le nombre d'enfants à charge, puisque en fonction du nombre d'enfants à charge, vous allez avoir l'âge des enfants, et ça va permettre d'aider les services à pouvoir avoir s'il y a 1, 2, 3 enfants mineurs à prendre en charge. Et les doléances, recueil des doléances, ça c'est assez classique, donc ça sera bien écrit. On pourra même dicter sur son téléphone si on veut, donc ça s'affichera tout automatiquement, donc le procureur n'aura pas de problème de lecture. Et puis vous allez pouvoir signaler, transmettre le signalement avec la fin pour enregistrer dans votre dossier médical le formulaire de signalement et ensuite le transmettre. Je vous rappelle qu'il n'y a, je vous le dis, il n'y aura pas de conservation du signalement sur l'espace. Il n'y a aucune donnée conservée. Une fois que le signalement est fait, il est parti sur le mail et vous ne conservez que la copie PDF dans votre dossier médical sécurisé. Donc il n'y a pas de stockage d'informations sur le serveur pour l'instant. Je sais qu'on en parlera avec Marie-Ange. Il y aura un projet en version 2 pour stocker de la photographie, joindre des documents et des pièces jointes qui aident les services du procureur ou de la CRIP. Pour l'instant, on a voulu conserver l'espace sécurisé sans transmettre d'informations qui soient critiques. Donc le PDF dans votre dossier médical et ensuite le signalement est parti. Donc en conclusion, c'est un outil qui vient juste appuyer le processus que vous connaissez beaucoup mieux que nous pour sécuriser au niveau déontologique et la démarche de signalement, d'aider les médecins à mieux soigner, à protéger leurs patients. Il y a un intérêt pratique, un intérêt déontologique dans la sécurisation et le formalisme. On va être plus efficace dans le signalement et on espère pouvoir faire une évaluation de l'usage dans une année pour voir le service rendu aux médecins et aux patients victimes de violences. Je vous remercie. Bravo Arnaud, bravo. Évidemment, on a un petit peu débordé, on s'en excuse, mais c'était impossible de faire plus court avec la qualité des interventions ce soir. Je vous propose qu'on échange tous ensemble autour d'un buffet qui a été dressé spécialement pour vous ce soir. Bonne soirée pour ceux qui sont à distance, merci d'être restés. Vous retrouvez sur les Jeudis de l'Ordre en replay d'ici une dizaine de jours, le temps que l'équipe Safar nous fasse le montage. Merci beaucoup, bonne soirée, le buffet est derrière vous.